Petite pause pour vous rappeler que vous écoutez radioinfocité.com. Pour tout commentaire, vous pouvez écrire studio@radioinfocité.com. À tous les jours en semaine, suivez-moi au Journal du Soir. L'information, l'histoire de Montréal, les faits divers et plein d'autres sujets sont au rendez-vous. Ici François Saint-Louis. Je vous convie donc du lundi au vendredi à 21h au Journal du Soir sur radioinfocité.com. Vous écoutez radioinfocité.com, la radio branchée sur l'actualité. Mesdames et messieurs, ici Félix Aimé Saint-Louis. Vous écoutez radioinfocité.com, votre radio branchée sur l'actualité. J'ai l'honneur de vous dire que ça fait maintenant 3 ans que vous êtes avec nous et depuis nos débuts, cette radio n'a pas cessé de grandir. Encore mieux, nous avons de grands projets en tête pour le futur. Et par le passé, vous avez toujours été très généreux. C'est pourquoi nous faisons appel à vous pour des contributions volontaires. Venez faire vos dons via notre site internet, recherchez le logo PayPal, celui-ci est très sécuritaire et sans danger. Bref, n'hésitez pas, il n'y a pas de petits montants. Tous les dons sont appréciés et font avancer la cause souverainiste au Québec. Merci d'avance à tous, nous comptons sur votre générosité. Déjà le 23 avril 2019. Ça va vite, Le temps file et les aiguilles tricotent, mesdames et messieurs. Alors, très heureux de vous accueillir encore une fois cette semaine. Bienvenue au Chien Fou. Bonsoir tout le monde. Salut Eric. Salut Christian, ça va bien? Écoute, c'est pas possible. Ouais, il fait beau, il y a des petits oiseaux qui chantent dehors. Oui, je sais, il y en a plusieurs d'entre vous. 3h15 du matin. Ouais, écoute, c'est doux aux oreilles. Hein? Ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Et c'est toujours plus agréable que ceux et celles qui sont aux prises avec des inondations près de cours d'eau. Je regardais ça en venant du travail. Je passais, nous, on a la rivière du Nord à Saint-Jérôme. Et écoutez, c'est juste sur le bord de déborder. Fait que les riverains, là, puis il y a une grosse dénivellation. Là, on parle, mon Dieu, quasiment de... La rivière a gonflé quasiment de 8 pieds, là, facile. C'est impressionnant. Et avec ce qu'on nous annonce dans les prochaines heures, moi, je m'attends à ce que ça déborde. Alors, ceux qui sont sur le bord, là... Ça, c'est à cause du réchauffement climatique. La fin du monde est à 7 heures, mesdames et messieurs. Oui, à 19 heures, mesdames et messieurs, à 19h04 pour être plus précis. Heure avancée de l'Est. Non, en fait, c'est l'heure régulière maintenant. On est à l'heure régulière. Oui, je pense que oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est toujours un peu mêlant. Hein, tu sais. Oui, c'est de la faute à Benjamin Franklin. Ah, oui. C'est lui qui est arrivé avec cette idée géniale. Et là, on parle d'ailleurs de plus en plus de revenir, de ne plus faire de changement d'heure. Ça ne permet pas vraiment de faire la différence au niveau de l'éclairage. Je pense que c'est pour les travailleurs, hein, je pense. C'est une question nous autres, qu'on m'avait dit, c'est au niveau des heures pour la clarté, puis que ça permettait de faire des économies, semble-t-il. Écoute, je suppose qu'ils ont payé juste ça. Mais... Je sais pas. Hey, toi, tu m'amènes à des drôles dans l'eau. Je m'attendais pas à jaser, comment tu à parler de ça aujourd'hui? Hey, as-tu passé un beau congé de Pâques? Oui, ça a été très profitable. 4 jours de congé, ça a fait du bien. On avait besoin, là. C'est ça Puis là, en plus, tu sais, toujours pendant le congé de Pâques, on a... Tu sais, quand il fait beau, on va dehors, mais là, vu qu'il y a eu un peu de pluie là, les 2 premières journées, fait qu'on a vraiment
relâché là, vraiment complètement. Ça a fait du bien. Vraiment, vraiment beaucoup. On a eu un souper de famille, puis hier, un autre brunch avec des amis, puis j'ai vu assez tranquille. J'ai vu que ta douce avait posté quelques images sur le réseau social. Oui. En fait, ça, elle. Oui. Elle n'a pas demandé la permission. Écoute, t'as prêté ton image malgré toi. Ah, c'est ça. Mais pour le plus grand bien de l'humanité, mesdames et messieurs. Là, c'est messieurs. dit que je passe sur YouTube puis Facebook à tous les semaines. Là. On a de la visite en bas. Ça, c'est les joies du direct, mesdames et messieurs. Oui, ton troll est arrivé. Alors, mesdames et messieurs, le digne héritier de l'Empire, j'ai nommé Raphaël Derry. Raphaël, on est en onde. On est en onde, mon chéri, fait que tu vas monter en haut avec maman. Ouais, il est beau ton troll. Il est magnifique, ton troll, mon chéri. Il est arrivé. Ouais. Il est beau ton troll. Oui. Bye, alors, bye. C'est drôle, ça. Ça faisait déjà peut-être 2-3 semaines qu'il avait commandé par Internet, donc une figurine. Il est arrivé, là. Il la voulait à tous les jours. Il arrive-tu mon troll? Donc, c'est un Playmobil il venait d'Europe. Donc, il sortait, là. Il y avait bien hâte. Alors, voilà pour le troll, mesdames et messieurs. Tranche de vie dans la famille Derry ce soir. C'est drôle. Oui, effectivement. Donc, c'est les joies du direct, ça. Absolument. Des grands plaisirs. S'ils s'en trouvent. Alors, ce soir, on aborde différents sujets. Je pense qu'on a une brochette intéressante où vous devriez, mesdames et messieurs, y trouver votre compte. Éric va commencer avec la déconstruction tranquille. Donc, oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est souvent, je vous parle souvent de l'école athlète, hein, l'école, qui est dans une logique marchande. Absolument. Je vais un peu vous expliquer d'où ça vient, cette façon de faire-là, cette déconstruction-là qui s'est faite, d'après moi, graduellement. Mes recherches sont pas terminées à ce propos, mais je vais vous faire un petit peu part de mes doléances envers la belle école qu'on aime, mais qu'en même temps qu'on voudrait améliorer. Oui, on va améliorer parce que je trouve que ça s'en va à la dérive, mesdames et messieurs. J'ai eu quelques brèves là. Ah oui, à la dérive. Tranquillement, pas vite, là, ouais. Moi, je vois ça aller, là. Okay. Aujourd'hui encore, là, je peux même pas tout raconter ce qui se passe dans une journée à l'école. Les demandes, les accommodements qu'on fait, ça n'a pas de bon sens, Christian. C'est n'importe quoi. Ben écoute, retiens ça un peu parce qu'on va revenir là-dessus. Ça, c'est clair, on va en jaser. Oui, c'est ça. En passant, on vous invite, mesdames et messieurs, auditeurs, on est présentement diffusé autant sur Facebook Live que sur YouTube en direct. Et donc, on vous invite naturellement à venir mettre votre petit grain de sel, commenter en direct. Puis distribuer l'information. Oui. Partager, c'est ça. Et partager durant l'émission qui est en direct. Donc, ça permet à ce moment-là de mieux nous faire connaître et en même temps, de pouvoir échanger davantage avec vous. C'est toujours intéressant de le faire. C'est d'entendre un autre discours aussi. Là. Je pense qu'on est rendu là. C'est force de faire. Oui, c'est ça. Oui. Une autre perspective. Et parlant d'autres perspectives, ce soir, on a le grand retour de Bob Sirois qui sera avec nous à 20h05 super. Pour nous parler ce soir d'équipe nationale et comme étant un vecteur identitaire. Alors, je sais que c'est son leitmotiv et c'est quelque chose qui tient énormément à cœur à Bob. Alors, il nous revient à la charge un petit peu avec des sujets différents. Ça va être intéressant de l'entendre par rapport à ça. Pour ma part, dernier segment de l'émission, j'ai des différents sujets que je veux aborder avec vous et avec Éric. Je veux vous parler d'un phénomène qu'on a eu en pleine face, qui existe depuis quand même un certain temps, mais qui était tu au niveau des médias. Et je parle du phénomène de la christianophobie. Alors, ça ne veut pas dire avoir peur de moi, là, je vous le dis tout de suite. Là. Non, moi, c'est bien au contraire, donc, cette haine, cette crainte à l'égard donc de chrétiens un petit peu partout à travers le monde.
et des gestes de christianophobie qui sont commis, que c'est une menace qui est tangible et grandissante. Et on n'en entend pas parler ben de ça. Pas du tout. Radio Infocité, oui. On entend parler d'une autre sorte de phobie. Oui, c'est ça. Ça constamment dans les médias. En fait, plein d'autres. C'est l'arachnophobie, tu parles? Oui. Ou l'agoraphobie. Ou la claustrophobie. Ouais. Ou, c'est quoi, la gâteauphobie? La gâteauphobie. Je vais vous parler aussi, donc, des 300 morts qu'il y a eu au Sri Lanka. Faut-tu dire Sri Lanka ou Sri Lanka? Je ne sais plus. Les anglophones disent Sri Lanka. Ben, en fait, je pense qu'en Inde, on dit Shri, parce que le S, le R, le I en indien, c'est Shri. Sauf que on peut prononcer. On parle d'un maître yogique, hein. Vous savez qu'il est venu ici. On ne dira pas tant que ça, là, quand même. Il est venu ici en vol yogique. Il n'y avait pas un parti, le parti de je sais pas moi, de la légèreté ou je sais pas trop quoi, qui se présentait au fédéral des années 90. Ça se peut. Puis de se faire élire en faisant du vol yogique. Je savais pas. Oui. Écoute, c'est particulier comme parti, hein? Oui, effectivement. On voyait des pubs comme ça. Je me souviens de ça. J'étais, mon Dieu, je pense que j'étais au secondaire encore. Je suis en 92, 91, 92. Ouais, c'est ça être vieux. Donc... Je pars dans ton âge. Voilà, non. Hey, je veux revenir sur, vous savez, ce qui s'est passé aussi la semaine passée, hein, l'incendie, donc, qu'il y a eu à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et je voulais comme revenir là-dessus un petit peu plus en détail, parler des pistes. L'enquête vient à peine de commencer. Il n'y a pas d'enquêteur encore qui est allé sur les lieux. Mais on connaît déjà la cause de l'incendie. Hein? Ça a l'air que c'est un court-circuit. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est facile. Je voulais en jaser avec vous de ça, de ce fameux court-circuit. C'est-tu drôle, hein? Ah, écoute, c'est bien fait. Ce bas monde. C'est bien fait, la technologie. T'es-tu un complotiste, toi? Moi, ça dépend pourquoi. Des fois, oui. Des fois, un peu. Oui, mais... J'étais en train de le corrompre, c'est le complot. Oui, mais c'est parce que, écoute, c'est sûr que si tu me parles d'Elvis puis des extraterrestres sur une île déserte, ça, c'est pas pareil, peu de misère. C'est pas pareil, ça. Mais si tu me parles vraiment de réel politique, donc d'intérêt particulier à poser des gestes, c'est parce que ça existe. Hein? Là, ça te touche. Ça a existé, ça existe, puis il va en avoir aussi dans l'avenir. Ça va exister encore. Ben voilà. Puis, parlant de Notre-Dame, vous savez, Notre-Dame, ça nous amène à comprendre, à avoir une compréhension du temps qui est différente de celle auquel on est habitué en Occident de parler. T'sais, on parle du moment présent, puis de ce qui s'en vient dans la prochaine semaine, dans la prochaine année. On a beaucoup de difficultés à se projeter dans le temps. Sur le long terme. C'est quelque chose que je veux aborder ça avec vous ce soir. Je pense que c'est important d'être capable de le faire. Et ça, c'est passer une vie humaine. Là, on peut parler de siècles, on peut parler de millénaires. Puis, je pense que c'est un des gros problèmes, entre autres, de notre peuple. Le peuple québécois, on a de la difficulté. On a même une impossibilité à se projeter dans le temps et dans l'avenir. Je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que dans ma chronique tantôt sur l'éducation, justement, je pense que on va aborder ça un petit peu quand même. Ben écoute... ça va être intéressant. Je pense que c'est un sujet qui est important d'aborder. Là. Je vais vous parler d'Hydro-Québec, qui est un moteur de notre économie. J'ai comme 3 sous-thèmes par rapport à Hydro. Je vais vous parler donc de la campagne de pub qui a été mise de l'avant par Hydro-Québec récemment, hein, avec on parle de messages publicitaires à la télé, on parle de panneaux réclames sur les bords d'autoroute. Donc, il y a toutes sortes de choses là, pour un total de 2 millions de dollars, cette campagne donc qui fait présentement rage. Je veux vous parler aussi du 1,3 milliard de fardeau qui a été imposé à Hydro-Québec et annuellement 1,3 milliard de dollars que notre société d'État doit donner à des petites entreprises privées. Ça, je veux vous en jaser. Et je veux vous parler naturellement de cette nouvelle qui est sortie aujourd'hui avec le maire de New York, Bill de Blasio, qui a annoncé qu'il était très, très ouvert à acheter l'hydroélectricité du Canada. Alors, on comprend que l'hydroélectricité du Canada, c'est nous autres. Et ça, je trouve ça intéressant. Et de François Legault de sortir son petit carton vert
dire on va participer à la réduction de gaz à effet de serre en vendant notre c'est n'importe quoi. Ben moi je trouve que non mais c'est correct là, je veux dire mais tu vois-tu encore instrumentalisation de l'environnement, mais c'est correct. Ouais, mais dans ce cas-ci, c'est positif en maudit pour nous autres. Mais c'est payant pour nous autres, mais encore là, c'est dans une logique. En tout cas, bref, je veux pas. OK, mais écoute, on va changer tantôt. Oui, c'est ça. Si on a le temps, tu me parles justement de notre réputation environnementale. Ben, je veux en parler un petit peu avec vous autres. OK. Parce que j'ai appris que le Québec, nation, le Québec nation, figure parmi les peuples les plus éco-responsables sur la planète Terre. Et je vais vous donner le rang même. Je pense que vous allez faire le saut. Oui. Vous allez faire que c'est positif. Là. C'est très positif. C'est très, très positif. On est un exemple pour la planète. Présentement. Fait que le pacte, là, ça n'a pas sa raison d'être, là? Ou c'est ça que tu On va s'en jaser. On va s'en jaser, veux-tu? Fait que, et voilà ce que je vous propose pour ce soir, mesdames et messieurs, et sans plus attendre, on salue Linda Delage, qui est en train présentement de nous parler de 2 foyers d'incendie, et ça serait un short. Ah oui, par rapport à Notre-Dame, effectivement. On va s'en rejaser, Linda, tout à l'heure. Et sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vais partir le thème de notre bon ami Eric. Hi-ha! Éric Dubé. Salut. La déconstruction tranquillidad de las escuelas. Oui, c'est ça. La déconstruction tranquille, mais je voulais peut-être y aller avec des petites brèves pour commencer. Bon, ben vas-y donc. En fin de semaine, j'étais... vous savez, je pense que j'en ai déjà parlé dans mes chroniques. J'ai une petite routine les fins de semaine, là. Vous savez, moi, j'ai 4 enfants, fait que j'ai besoin souvent d'avoir un petit moment à moi toute seule, fait que je m'en vais déjeuner. Je m'en vais déjeuner au restaurant seul, et là, je lis les journaux. Et puis, il y a un fil qui a été débranché. Je sais pas si c'est correct, là. Ben, il y a un fil qui pend qui a été débranché, juste pour être sûr que tout le monde a du son. Ah, non, c'est correct, c'est beau. Parfait. C'est moi qui ai dans les patates, peut-être. Non, on t'entend bien, c'est beau. OK. C'est juste un fil de... C'est bon. OK. Excusez, pardon. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Fait que là, en fin de semaine, c'est ça, je lisais dans le Journal de Montréal comme quoi qu'il y avait une menace en termes de superbactéries. C'est une menace montante, un texte, en tout cas une grosse recherche de Héloïse Archambault dans le Journal de Montréal. Et puis là, on était dans le catastrophisme au niveau des superbactéries. Ce que j'avais à dénoncer un petit peu de cet article-là, qui était quand même, somme toute, un beau travail journalistique, c'est qu'on n'a pas mis l'emphase assez sur la surutilisation des antibiotiques qui est la cause du développement de ces superbactéries-là. Hein. On peut comparer ça aux pesticides qu'on va surutiliser dans les champs pour combattre certains insectes. Et ces insectes-là, à un moment donné, développent la capacité de résister à ces pesticides-là. C'est un peu le même principe que les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est une invention qui a vraiment aidé beaucoup au niveau de la médecine, sauf que surutiliser, ça fait l'effet contraire. Bref, j'invite les gens à aller lire cet article-là là, sur les superbactéries dans le Journal de Montréal de samedi. Et puis, encore dans le Journal de Montréal, là, je suis tombé sur un petit article qui disait que la famille Rockefeller, Rockefeller, ceux qui ont financé la révolution féminine. Et puis, c'est ça, eux autres, ils étaient contre le pétrole albertain parce que, tu sais, c'est du pétrole sale. Qui, les Rockefeller? Les Rockefeller sont contre le pétrole albertain parce que c'est du pétrole sale.
Parce qu'eux autres, ils financent... Eux autres, maintenant, ils financent des organismes qui combattent le réchauffement climatique. Fait que, tu sais, on est dans une logique inverse. Là. C'est du n'importe quoi. Oui, c'est ça. Tu fais un peu de recherche. C'est parce que les Rockefeller, c'est la deuxième fortune mondiale. Exactement. Et c'est dans le pétrole. Exactement. Donc, mais leur pétrole, c'est correct, mais eux autres, ils ont changé beaucoup leur portefeuille, j'imagine, au fil du temps. Depuis le 19e siècle, qui roule sur le pétrole. Exactement. Mais c'est ça, fait qu'ils sont contre le pétrole albertain, parce que là, on a un nouveau premier ministre en Alberta. Là, lui, il veut que le pétrole sorte du Canada, puis sauf que là, les Rockefeller sont pas contents. Fait que c'était mes petites brèves pour aujourd'hui. Alors, maintenant, on va aborder un sujet qui est... un sujet qui est quand même, je pense qu'on va sûrement réaborder dans d'autres chroniques, Christian, mais dans le titre, démontrer assez clairement, moi je vois une déconstruction tranquille de l'école québécoise. Puis je m'explique que, tu sais, souvent, comme je disais tantôt, d'entrée de jeu à l'intro, je dis souvent, j'appelle souvent l'école athlète, tu sais, quand on parle de services publics, comme quoi que les employés de l'État et les services publics, tu sais, on parle de services. Okay. On est toujours dans une logique, dans un langage, un langage marchand, économique, de service à la clientèle un peu. On est là-dedans à l'école aussi. Et moi, je me questionne beaucoup par rapport à ce langage-là qu'on veut utiliser. Excuse-moi. Oui, ça, il y a comme un double... oui, là, autour de ça. Je suis désolé. Ça. Mais ça, c'est les joies du direct. Hein? Ça, c'est comme les petits-enfants qui descendent en bas et qui viennent nous dire bonjour. Et c'est aussi, puis c'est aussi malheureusement le fait comme on n'a pas de technicien... Oui, c'est ça. C'est Bibi qui fait la technique. Oui, c'est ça. Je m'excuse. C'est parce qu'il va falloir lui donner une augmentation de salaire. J'attends toujours mon chèque. On attend toujours. Mais c'est ça. Fait que l'école athlète, encore là, une fois, moi, je pense qu'il faut redonner le respect à l'institution qui est l'école parce que on a graduellement, au fil du temps, je sais pas si tu te rappelles, je parlais de ça avec un collègue à l'école aujourd'hui, le fameux cours d'économie familiale qu'on avait. Hey, faire de la croustade aux pommes, des boxers. Écoute, ça, je trouve que c'est un cours qui nous qui définissait vraiment l'objectif de l'école. Tu deviens un citoyen responsable, tu peux te débrouiller tout seul. Tu sais, tu viens pas à l'école, tu sais, on vient pas juste former de la main-d'œuvre, là. Parce que moi, c'est dans cette optique-là que j'amène la chronique, c'est qu'on a beaucoup un langage de... dernièrement, on a fait une rencontre d'équipe à l'Assemblée générale à l'école. Puis à chaque année, dans toutes les écoles au Québec, là, c'est une demande du ministère. On a le projet éducatif. Là, tu sais, là, et là, il y a une ligne du ministère qui parle de compétences, d'instruction, de socialisation. Bon, ça, c'est correct au niveau de l'école, mais la qualification, Christian. La qualification, tu sais, quand on regarde ça, la qualification, c'est quoi la qualification? Quand on regarde le mot dans le dictionnaire qualification, on est qualifié pour un travail. Hein? On obtient des acquis et des habiletés pour être capable d'accomplir un travail adéquat. Ouais. OK? On est dans cette logique-là, écoute, à 2 pieds dedans, mais pas à peu près. C'est pas nouveau pendant. C'est pas nouveau. Hein? Non, mais c'est pas ce qui vient officiellement remplacer les fameuses compétences. Parce que vous savez, mesdames, messieurs, le fameux renouveau pédagogique, là, dans la vie de tous les jours, monsieur, madame, tout le monde appelait ça la réforme. C'est ça. La réforme... C'était supposé être... On délaissait les connaissances au profit des compétences. Exactement. Ben justement, on a quelque chose là-dessus. Puis on s'est aperçu que les compétences... tu sais, je te donne un fusil, t'as jamais chassé de ta vie, je te donne un fusil, avec une balle, puis je te dis, ramène-nous un souper. Je te montre pas à chasser, je te donne pas les connaissances. Ben exactement. Puis quand tu parles de compétences, Christian, c'est exactement... Quand on parle de qualification, on pourrait rallier à ça les compétences aussi, parce que les compétences, encore une fois, c'est relié à quoi? À la formation professionnelle. Ben oui. Quand tu formes quelqu'un au niveau de professionnel, est-ce qu'il y a des compétences, comme tu dis, bon, pour aller chasser, tirer du fusil, est-ce qu'il y a des compétences pour accomplir une tâche, pour être qualifié pour faire cette tâche-là?
encore là, on est dans une logique marchande, une logique. Puis j'ai déjà dit dans mes chroniques que l'école était orientée vers les besoins de l'économie. Mm-hmm. Puis là, moi, je réfléchis à ça, je lis beaucoup, j'essaie de faire beaucoup de recherches à la maison. À un moment donné, je tombe sur une journaliste qui a déjà enseigné, je me trompe pas, je pense qu'elle est philosophe aussi. Elle a écrit un livre, j'ai tombé sur son livre, et je l'ai commandé parce qu'il l'avait pas nulle part. Elle a écrit ça en 2011, puis c'est une Française. Et puis, elle décortique qu'est-ce qui se passe en France. OK. On pourrait appliquer ça au Québec, mesdames et messieurs. Ça se transpose parfaitement. Ça se transpose parfaitement, puis elle parle même du Québec, des compétences, que c'est titre que ça a comme un peu parti, cette affaire-là, puis oups, ça a pogné, tu sais. Puis là, ça a été appliqué, et on est dans cette logique marchande-là. Je vais juste vous lire un petit peu, un petit bout, puis je vous présenterai le livre après. C'est Natacha Polony qui écrit cela. Ah, OK, oui. Tu la connais? Oh, oui, je connais très bien. Natacha Polony, en fait, qui est... hyper brillante, là. Oui, puis au niveau de la politique, écoute, très intéressante. Ouais. Elle se situe, elle, centre-gauche et social-démocrate. Oui. Très républicaine. Oui, et très, très incisive. Elle a d'ailleurs un canal sur YouTube où elle fait des capsules vidéo très intéressantes. Elle fait des émissions, un petit peu comme nous, on le fait. Je pense que c'est polony.tv. Vous pouvez aller voir sur Internet, là, c'est très intéressant. Elle donne des entrevues. Puis elle a écrit plusieurs ouvrages, mais je fais juste une légère lecture en lien avec ce que je viens de dire, avec l'approche. Quand je dis que l'école est orientée vers les besoins de l'économie, on est là-dedans. Puis je vais vous expliquer après ça pourquoi. Parce qu'elle en a parlé, puis c'est un peu grâce à elle que j'ai un peu découvert ça. OK, elle, je la cite, Natacha Polony, dans le livre « Le pire est de plus en plus sûr ». Puis je vais vous montrer l'image tantôt. Je commence. En l'occurrence, il s'agit de faire prévaloir une conception purement économique et techniciste de l'éducation vue comme un service parmi d'autres. Mm-hmm. Hein, je parlais de service tantôt, approche client. Certes, un peu plus stratégique dans le contexte de l'économie de la connaissance, cette vieille lune des faux modernes. Parce qu'elle va dénoncer beaucoup les progressistes, peut-être pas les postmodernistes, parce qu'elle ne nomme pas comme ça, mais tu sais, le progrès à tout prix, elle va critiquer ça au détriment du savoir ancien. Puis le socle commun qui nous unit quand on parle d'éducation. Je continue. Pour le dire en termes crus, la machine économique a besoin d'ouvriers, de cadres et d'ingénieurs, donc de jeunes gens sachant lire, écrire, raisonner un minimum, parler quelques brides d'un anglais de communication internationale et s'adapter aux nouveaux outils technologiques d'un système de production en perpétuelle mutation. Et cette machine a également besoin de consommateurs. Alors la question, est-ce qu'on produit de la main-d'œuvre ou on produit des consommateurs? Ça pourrait être une réflexion à faire. Que l'école, est-ce que l'école est rendue à produire de la main-d'œuvre et des consommateurs en devenir? Il y a une volonté très forte qui est dans ce sens-là. On sait que c'est les lobbies. Puis c'est drôle parce qu'écoute, tu me parles de ça. Pas plus tard que ce matin, je tombe sur... je fais partie d'un groupe de discussion sur les réseaux sociaux des enseignants. Puis, il y a un ou une prof qui écrit un message dans le genre « Vous attendez à quoi de la part? Que devrait être l'école pour améliorer, pour changer les choses? Mm-hmm. » Et moi, j'ai repris un petit peu la marotte de Claude Veilleux, qui était « Faut fermer l'école. » Donc, c'est ça qu'il disait, hein? Il faut absolument la rendre imperméable aux influences extérieures. Mm-hmm. Puis en particulier... Le socle commun que je parlais tantôt. Oui, puis, tu sais, que ce soit le milieu entrepreneurial, que ce soit les religions, que ce soit différents groupes sociaux qui essaient d'exercer des pressions. Tu sais, on a les groupes LGBTQ qui essaient de faire des pressions pour qu'il y ait un volet qui les touche. Tout le monde essaie de mettre son grain de sel pour essayer d'aller jouer dans la tête de nos enfants. C'est pas ça que c'est censé servir l'école. Mm-hmm. C'est censé former des citoyens puis leur donner les bases. OK? Puis on doit évacuer toute cette pensée consumériste
dogmatique, religieuse. Il faut tout sortir ça des écoles. C'est de la merde. Ouais. On n'en veut pas. Ça n'en prend pas. Les jeunes sont là pour être formés, pour qu'on forme leur esprit, pour qu'ils deviennent des bons citoyens. Après, là, s'ils veulent être influencés par des groupes quelconques, quels qu'ils soient, là, ils auront tout le loisir. Et ça part du constructivisme qu'on a voulu inculquer à l'école, que l'élève vient à l'école et c'est l'élève qu'il faut qui analyse et qui construise son schéma de pensée par lui-même. Se forme par lui-même. Et ça, c'est une problématique parce que c'est comme si on évacuait le travail de l'enseignant. Puis moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Puis moi, je suis pas enseignant, je suis éducateur spécialisé, tu le sais. Et tu sais que les profs, ils nous appelaient plus des profs dans le cadre de la réforme. Les profs, c'était plus des profs, puis les élèves, c'était plus des élèves. Les profs, ça devenait des guides. Ouais, c'est ça. Dans le langage pédagogique. Moi, j'étais allé à l'Université Laval, je peux vous en parler, là. Il était bien fort, il était bien loin là-dessus, là. Ça... oh boy, il en fumait du bon. Puis, c'est la robe de chambre avec le cardigan, la pipe, puis la pipe était remplie, à rabord. Boy, ça planait, c'est le nuage, mon chum. Mais écoute... On est rendu là, Christian. Hey, c'était du n'importe quoi. Moi, j'avais un prof il me dit, vous savez, moi c'est en histoire, je suis un prof d'histoire, fait que, il me dit, vous savez, moi, j'ai inventé le terme 3 QPOC. Hey, nous autres, on est là, puis on se regarde entre nous autres. 3 QPOC. Tabarnak, il en a fumé du bon. Fait que là, oui, c'est fondamental, le 3 QPOC. Je vais vous expliquer c'est quoi le 3 QPOC, mesdames, messieurs. C'est quelque chose qu'on utilise quasiment plus, là. Mais c'est qui, quand, quoi, pourquoi, où, comment. Fait que lui, il s'attribuait le mérite d'amener les élèves à se poser ces questions-là. Mais c'est parce que, je suis désolé, là, mais c'est parce que Lagrange, c'est pas toi qui a inventé la roue à 3 boutons, comme dirait si bien sa mamade. Vas-y, je m'excuse, je te laisse aller. Sa mamade que t'as dit? Tu dis ça? J'oserais jamais. Non, c'est moi qui l'ai dit, excuse-moi. Non, mais écoute, c'est exactement, tu sais, on parlait de formation de consommateurs. Quand on forme des consommateurs, on forme des individus. Hein. Fait que là, on met l'emphase avec la différenciation, les compétences sur l'individu. On va faire la discrimination positive. On nivelle par le bas constamment. Pas de la discrimination. Ouais, mais non, faut pas discriminer. Mais la discrimination positive, ça, c'est correct. Ah, OK. Mais surtout, ça touche des hommes blancs hétérosexuels. Exactement. Ça, c'est parfait. Non, c'est ça. Ouais. Mais écoutez, fait que là, on a une école, OK? Tu sais, tu parlais de projeter vers l'avenir tantôt. Là. Oui. C'est exactement ça, l'école. C'est moi, je vois l'école comme un lieu où ce qu'on apprend aux jeunes à devenir responsables, à réfléchir par eux-mêmes, mais en ayant un socle commun. Moi, comme parent, là, je veux dire, moi, j'ai pas été à l'université. J'ai un DEC en éducation spécialisée. J'étais un gars qui s'informe beaucoup. J'étais un gars très curieux. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu de connaissances un peu dans plein de choses, mais c'est pas parce que je suis plus brillant qu'un autre. Je suis curieux. Mais pour en revenir au fait de se projeter dans l'avenir, là, c'est quand même quelque chose qu'on focus constamment sur l'individu et non sur les connaissances, les connaissances communes. Puis moi, comme parent, des fois, là, je vais plus au secondaire, au primaire, c'est plus facile, mais quand mes jumelles sont en secondaire 2, la matière qu'ils apprennent, c'est pas la même matière que moi j'avais. Puis ça, là, je peux pas les aider parce que j'ai pas parce que moi, ce que j'ai appris, c'est plus la même chose. Tu sais, la méthode de fonctionnement, comment je pourrais dire, tout le processus pour arriver soit à faire une solution, un truc mathématique ou tous les termes en français sont tous changés. Je veux dire, moi, ce que j'ai appris, là, moi, j'écris bien, j'écris presque pas de faute. Puis ma fille, elle, ce qu'elle a appris, là, c'est un tout autre langage, là, pour bien écrire. Fait que moi, je peux pas aider mes enfants. Ça, c'est épouvantable. Mais tu comprends-tu que fait que les parents, quand il faut aider les enfants à la maison, ils sont largués, là. Ils peuvent pas aider, même si
Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a une facilité. Tu sais, moi, je vais réussir à aider parce que, tu sais, comme je vous dis, je suis curieux, puis je réussis quand même à trouver des... Sauf que le parent, que ça fait, je sais pas, moins 10-15 ans qu'il n'a pas été à l'école, puis qu'il y a un secondaire 5, puis c'est pas parce qu'il est pas brillant, là. Il est complètement dépassé. Il est complètement dépassé à cause qu'il y a eu je sais pas combien de réformes. On a tout décrissé le système pour mêler tout le monde, puis surexploiter la culture du je, hein? Tu sais, c'est je, toi, qu'est-ce que tu penses, puis au détriment du collectif. OK? Puis l'école, pour moi, c'est la pierre angulaire, la pierre d'assise, là, c'est le fondement du socle commun qui nous définit comme nation. Tu sais, si on veut devenir indépendant, là, ben c'est pas en formant des consommateurs tabarnak. Puis de la main-d'œuvre. Je vais dire un gros mot. Excusez, j'ai sacré, je suis désolé. Si mes enfants m'entendent, je suis désolé, j'en ai pas d'affaires sacrées. Ni va coucher les enfants, ça presse. Mais c'est pour ça, Christian, que j'étais un peu... Puis là, on remonte... Tu sais, on parle de beaucoup de changements dans le système. Tu sais, avant, mes parents apprenaient le latin, le grec. Tu sais, c'est nos origines, c'est les origines de la langue, c'est ça. C'est de la civilisation occidentale. Exactement. Tu sais, je veux dire, c'est notre histoire, la langue. Puis ça, on a évacué ça parce que c'était trop élitiste, c'était peut-être trop... c'est n'importe quoi. Je veux dire, Christy, il me semble que c'est... Tu sais, le cours classique, moi, mes parents n'ont pas fait le cours classique, là, mais pas pantoute, là. Mais j'ai connu des gens qui l'ont fait. C'est des têtes. Puis tous ceux qui ont dirigé le Québec des années 60, là, ben, je pense qu'ils ont pas mal tout fait le cours classique. Oh oui. Puis même si on n'était pas d'accord avec eux autres parce qu'ils n'étaient pas dans le bon parti, ben Christy, c'était du monde brillant. Puis je vais vous dire une affaire. Pour avoir fait de la politique dernièrement, dans les dernières années, pour m'avoir impliqué en politique, il y a du monde brillant, puis ça s'arrête là. Mais il n'y en a pas bien. Sérieusement, là, je veux dire, on est loin des Jacques Parizeau, puis des René Lévesque, puis des Jean Lesage, même si c'était pas de notre bord, qui étaient des fédéralistes, je pense que l'école a beaucoup changé. Moi, je pense qu'on a une méchante job à faire. Là. Puis avec toutes les coupures, les mesures d'austérité, ça n'a pas aidé, ça. Hein? Je veux dire, ça n'a pas aidé l'école. Puis ce que ça fait, c'est qu'éventuellement, ben là, il y a les gens qui perdent confiance en l'école. Puis on le voit, nous autres, là, à l'école, les parents, ils appellent, sont toujours insatisfaits parce que on est un service. Mais ce qui est terrible aussi, Eric, c'est que si on retourne dans le milieu des années 90, l'école québécoise était catégorisée à ce moment-là comme une des meilleures écoles au monde. Et là, on s'est dit, on va trouver une façon, on va faire une table de concertation. Ils sont bien forts là-dessus au bon gouvernement du Québec. Alors, on va faire une table de concertation, mesdames et messieurs, et la table de concertation va faire quelques petits changements mineurs. Okay. Et avec ces changements-là, on va bonifier pour devenir la meilleure école au monde. Et là, la table de concertation créée par Pauline Marois. Oups. Ouais. La bonne Pauline. Écoute, il arrive, puis là, ils se sont fait littéralement hold-upper le table de concertation. Parce qu'il y avait eu l'implantation d'une réforme exactement comme qu'est-ce qu'on a eu ici au Québec dans les années 2000, en Suisse. OK. Et en Suisse, les gens ont vu qu'est-ce que ça donnait, puis ont trouvé ça horrible. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un référendum d'initiative populaire, parce qu'en Suisse, c'est comme ça que ça fonctionne, et les parents ont mis le pied sur le break. Ils ont dit « Stop! On n'en veut pas de cette merde, on n'en veut pas de cette cochonnerie. Ce n'est pas bon, on n'en veut pas. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces grands fumeux de pipe à cardigan et à robe de chambre? Ils ont traversé l'Atlantique, se sont envenus au Québec, et ils ont hold-upé la table de concertation. Et ils ont pris le contrôle. Et les petits changements mineurs qu'on avait à notre programme, qui était un des meilleurs au monde, a fait en sorte qu'ils ont voulu implanter leur système. Ils ont tout calissé notre programme qui existait d'un vidange pour nous imposer leur programme qui était tellement plus meilleur. Et on a scrappé une génération avec ça, mesdames et messieurs. On a scrappé
une génération de jeunes avec ça. Je suis pas en train de vous dire que tous les jeunes sont scrappés. Mais écoutez, ça a fait des dommages terribles. Ces jeunes-là, présentement, sont au cégep et à l'université. Et les dommages sont très importants. Et je trouve ça épouvantable parce qu'on a plein de bons jeunes là-dedans. Il y en a qui se débrouillent bien, qui s'en sortent bien. Mais il y en a une Christie de gang qui n'ont pas ce qu'on aurait pu leur donner. Et tout ça. Et c'est terrible. Et tout ça au nom de l'égalité des chances, mesdames, messieurs. L'égalité des chances. Christian, on va faire la différenciation. Parce que tout le monde a le droit à sa chance. Tu sais. Donne-moi ma chance. Et tu parlais de meilleure école au monde. Ouais. Il y a... c'est pas tout le monde qui est fait pour aller à l'école. C'est vrai, effectivement. Puis c'est pas méchant, puis c'est pas cruel. Puis écoute, regarde, il y en a là qui sont pas faits pour aller à l'école. C'est rien de mal. OK? On peut-tu prendre ces gens-là que l'école, on n'en fera pas des intellectuels. Le gars, la fille, c'est des manuels. Ils sont nés avec comment je dirais ça, ce set de compétences-là. Ils sont naturellement hyper habiles manuellement. Puis de rester assis sur une chaise, là, c'est une séance de torture. Ça veut pas dire qu'ils sont pas brillants. Ben, pas du tout. Puis on en a parlé juste avant d'entrer en ondes. Éric, les bâtisseurs de Notre-Dame. Exactement. Écoute, c'est des génies. C'est des génies. Ils étaient pas... Mais assis sur un banc, asti, pendant des années, de 7 heures, de 8 heures le matin jusqu'à 5 heures le soir, à tous les jours, tu vas être tué. Ce monde-là, il n'était pas fait pour ça. C'était un manque de respect pour ces individus-là. Et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. On n'a rien pour ces jeunes-là. Vas-y. Oui, c'est ça. Ben écoute, tu parlais de bâtisseurs. Nos parents, nos grands-parents, c'est des personnes, même s'il n'y avait pas beaucoup d'études, c'est des personnes excessivement brillantes qui étaient capables de se projeter dans l'avenir. Parce que tu parlais de ça tantôt. Demande à des jeunes de se projeter dans l'avenir. Juste aujourd'hui, j'ai rencontré un jeune. La plupart sont pas capables. Sont pas capables de dire. Puis là, c'est plate parce que moi, je parle un peu contre je parle pas contre le fait de vouloir avoir un travail, d'avoir des intérêts dans une carrière quelconque. Mais, tu sais, moi, pour raccrocher mes jeunes, Christian, je suis obligé de leur dire, ben, écoute, as-tu un métier que tu veux faire? Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, ben, c'est pas, là, je sais pas, là, tu sais, là, tu veux-tu rencontrer la conseillère en orientation? Peut-être qu'elle va un peu plus comme cibler tes intérêts. Fait que, tu sais, ça sera pas fait qu'au moins, tu vas avoir une motivation à venir à l'école. Ouais, je sais pas, là, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, fait que... Mais pour en revenir à l'école athlète que je parlais tantôt, puis que je parle souvent, qui cadre vraiment sur l'orientation économique, hein, qui est vraiment basée sur... C'est l'approche client. C'est l'approche client, la différenciation, l'égalité des chances, puis on est un service. On est au service des élèves. C'est le prof est responsable, mesdames et messieurs, je vous l'annonce, là, le prof est responsable de la motivation de l'élève. Je vous le dis, là. Moi, là, j'ai des stagiaires qui sont venus, puis les superviseurs de l'université, là, me disaient, c'est toi qui es responsable pour que le jeune soit motivé en classe. On est rendu loin, là. Hey, on est loin de l'école quand les parents disaient, tu t'en vas t'asseoir, tu fermes ta gueule, là, t'arrêtes de niaiser, puis si tu veux niaiser, tu vas aller travailler. Puis tu sais, là, à un moment donné... Là, après ça, on dit, ouais, mais là, les profs, ils en ont trop ses épaules. Tu comprends? Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Mais regarde, moi, en classe, c'est certain que je me donne beaucoup dans ce que je fais. T'es un entertainer. Oui. T'es bon. Je sais pas, j'essaye, en tout cas. Non, mais c'est parce que tu dois avoir la faculté d'aller chercher l'attention parce qu'on est là à cette heure. Les enseignants, c'est des entertainers. Là, je dis un mot en anglais. Mais moi, je suis un conteur. C'est ça. Mais je suis un prof d'histoire, fait que ça tombe bien, tu sais. Ça aide. Puis je fais de la politique, je fais de l'économie, je fais de l'histoire avec eux autres. 5e secondaire, c'est mon contemporain, fait qu'on fait de l'éducation financière. Tu parles d'eux autres aussi. Oui, je parle du budget, puis bon, fait que c'est sûr que ça vient chercher, tu sais. Fait que je parlais des cycles économiques, j'essaie de leur donner des exemples concrets, puis de rattacher ça. Puis c'est comme ça que je vais le chercher, mais
Écoute, j'ai une matière qui me permet de le faire plus facilement. Si j'enseignais le français, si j'enseignais, je trouverais certainement une façon, mais écoute, il y a des affaires, c'est moins évident. C'est sûr. C'est vraiment moins évident. Fait que, tu sais, fait qu'on revient à notre école athlète avec l'approche client, comme je disais tantôt. Comment il me reste de temps, Christian? Ben, je veux pas... Là, il te reste à peu près, je te dirais, 10 minutes. OK, c'est bon. Ça, on va avoir le temps parce que, écoute bien, dans le fond, tu sais, on a parlé tantôt de la culture de l'ego, on a parlé de l'individualisme, tu sais, on recentre sur le jeu constamment à l'école. Et puis, je voulais faire le lien aussi avec l'économie et la logique marchande que l'école, où est rendue l'école maintenant. On a, dans le livre de Natacha Polony que je citais tantôt, je ne sais pas si on le voit bien, tu veux-tu le montrer à ta caméra? Peut-être qu'on va le voir mieux. Voilà. C'est Le pire est donc de plus en plus sûr de Natacha Polony. Je vous invite peut-être à le commander sur YouTube, par rapport sur Amazon. Sur Amazon. Parce que dans les... en tout cas, je l'ai cherché dans les librairies au Québec. C'est un livre qui est écrit en 2011, mais c'est très d'actualité en ce qui concerne l'école. On parle là-dedans que tous les pays de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération de développement économique, une instance mondiale, un peu. Là. Il y a beaucoup de pays qui sont membres de l'OCDE, dont le Canada. Donc, le Québec, par le truchement, est touché par... eux, ils ont fait un programme international pour le suivi des acquis. OK? OK, ça, c'est un programme international pour le suivi des acquis. Moi, je suis allé chercher sur le site de Statistique Canada qui parle de l'étude PISA, qui est, comme je viens de dire, PISA, le programme international pour le suivi des acquis. Ce qu'on est dit sur le site de Statistique Canada, c'est que dans les pays industrialisés, et là écoutez bien, là, on est vraiment dans la logique marchande. Dans les pays industrialisés, les gouvernements consacrent une partie importante de leur budget à un système d'enseignement de qualité. Ça, c'est correct, on va s'entendre là-dessus. Ouais. Là, on met à part qu'il y a eu beaucoup de coupures et de mesures d'austérité ici au Québec, mais ça, c'est pas grave. On peut mettre ça en perspective et on garde ça en arrière de la tête. Compte tenu de ces investissements, investissement. C'est drôle, hein? Le PISA, qui est ce programme-là qui découle de l'OCDE, qui est un organisme économique mondial. Compte tenu de ces investissements, il se préoccupe de l'efficacité. As-tu déjà entendu ça, ce mot-là, toi, à l'école, la gestion efficace? Ça sonne comme le mode de gestion de Toyota. C'est ça. La gestion lean. Fait que les pays membres, ils se préoccupent de l'efficacité relative de leur système d'éducation. Alors là, le PISA et l'OCDE, eux autres, en fait, c'est l'OCDE, okay? Et tous les pays qui sont membres, eux autres, leur préoccupation, c'est que le système soit efficace. Mais là, il faut se poser la question, efficace pourquoi? On continue. Pour faire face à cette situation, les pays membres de l'organisation, là je parle de l'OCDE, de coopération de développement économique, l'OCDE, ont mis au point de concert avec des pays partenaires un outil commun pour leur permettre de mieux comprendre les facteurs de réussite des jeunes et de ce système d'éducation en général. Ça, c'est correct. Cet outil est le Programme international pour le suivi des acquis, le PISA que je viens de dire, qui vise à déterminer dans quelle mesure les jeunes de 15 ans ont acquis certaines des connaissances et compétences. Ah ben tiens donc, le mot compétence qu'on a parlé tantôt avec qualification. Ils leur reviennent à la charge. Et oui, voilà. Ben oui, parce qu'on est dans une logique économique toujours, mesdames et messieurs. Non, loin s'en faut. Exactement. Ouais. Fait que des compétences essentielles à une pleine participation à la société moderne. Progressisme, moderne. Alors là, on n'est plus dans le socle commun. Postmodernisme. On est dans le postmodernisme, on est dans la société de consommation et de formation de main-d'œuvre. Et là, vous pouvez aller voir, vous pouvez faire un peu de recherche là, sur le PISA, toutes les études. On est dans la compétitivité entre les pays. C'est vraiment une logique marchande, là, comme c'est la mondialisation de l'éducation. Oui. Carrément. Fait qu'on est dans cette logique-là. Et moi, j'invite tous les gens à... Tu sais,
on regarde, là, tu sais, le cours à l'éducation sexualité, c'est tout est en lien, hein. Ces organismes mondiaux-là. C'est d'imposer une idéologie, une espèce de chape de plomb sur le système éducatif, mais dans lequel on vient jouer dans la tête du monde. Et c'est justement ça qu'il faut pas faire. Mais le problème, c'est qu'il y a des lobbies qui sont tellement puissants auprès des gouvernements. Nos gouvernements sont plus souvent qu'autrement des corpocraties déguisées en démocratie. Exactement. Donc, à travers ces lobbies-là, s'exercent des pressions immenses de groupes, que ce soit des entreprises, que ce soit des sectes religieuses, que ce soit, par exemple, des groupes, je pense, là, des groupes de pression LGBTQ, XYZ. Puis, écoutez, là, c'est pas qu'on soit forcément contre ces groupes-là. Tout ce que je vous dis, c'est qu'ils n'ont pas d'affaires dans l'école. Non. Ils n'ont pas d'affaires dans l'école, c'est-tu clair? C'est ça. Regarde, vous voyez une vidéo passée aujourd'hui, en fait, il y a environ 1 heure, c'est un groupe trans, c'est des femmes trans, donc à la base des hommes qui... Ouais. Et là, habillés en fantaisie, là, avec des moumoutes roses, puis en robe, puis là, ils s'en vont dans une école, à la bibliothèque, rencontrer des enfants de maternelle, pour leur raconter des histoires. Des histoires. Ouais, j'ai vu ça passer. Des histoires comme neutres, donc non-genrées. Oh ouais, c'est ça. Tabarnak! Peut-tu laisser les enfants tranquilles? Oh ouais. On peut-tu laisser les enfants tranquilles? Non, regarde, non. On n'a pas besoin. Ils sont en train de construire leur identité. Non. Puis c'est comme, je comprends que probablement que l'objectif, c'est d'éviter qu'ils deviennent transphobes ou homophobes. Je comprends ça, là. Mais il y a d'autres façons. Oui, c'est ça. Ben, on travaille déjà dans les écoles, tu sais, Christian, sur l'intimidation qui est rendu, tu sais, c'est comme... Tout est intimidation à cette heure, là, ça faut vraiment faire attention, là. Mais, tu sais, je veux dire... Pourquoi tu me regardes de même? Ouais, c'est ça. Il m'a regardé des croches, monsieur. Vous auriez dû voir le regard oblique qui m'a jeté. Moi, je me suis senti profondément intimidé, mesdames et messieurs. J'avais des couteaux dans les yeux. Non, mais c'est ça. On est dans une culture vraiment de l'ego. Faut pas froisser aucun élève. C'est pas un droit, asti. C'est pas un droit, c'est-tu clair? Il y a tout le temps quelqu'un qui va te dire quelque chose puis il va t'offenser. Regardez-moi, par exemple, je passe mon temps à dire des affaires puis ça l'écœure. Ça l'écœure, Éric. OK? Je parle que je me délecte du bacon puis je le sais que ça vient le chercher intérieurement. Ah oui, c'est ça. Fait que je le sais que je l'intimide profondément. Là, faut que tu expliques aux auditeurs que je suis végétarien. Parce que là, peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne comprennent pas ce que tu dis à soi. Je dis pas de quoi, mesdames et messieurs. Avec son bacon. Ouais, ah oui, du bacon. Si partout où on mange du bacon, il n'y a pas de guerre. Il y a pas, OK, ça, méditez là-dessus. Ça, c'est une corrélation. Le bacon est source de paix, mesdames et messieurs. Okay? Prenez-en, mangez-le, fumez-le. Je vous le dis, c'est un symbole de paix. C'est parce qu'ils sont pas au gouvernement, c'est pour ça. Ils sont dans les abattoirs. Éric, je te laisse le mot de la fin. Oui, c'est ça. Ben écoutez, moi, en fait, c'est une réflexion encore là. Puis c'est sûr qu'on va en reparler, hein, Christian. Parce qu'elle t'a dit quelque chose tantôt, se projeter vers l'avenir. Mais quand on va venir avec ça tantôt. Oui, c'est ça. Puis quand on est dans une logique de consommation comme ça, puis dans une logique marchande, puis que c'est dans nos écoles, c'est incrusté, avec les nouvelles technologies que j'en ai déjà parlé souvent, il y a des débats encore là. À mon école, on est en questionnement pour revenir en arrière, mais moi, je vous vois pas c'est en arrière. Mais de peut-être interdire les cellulaires, mais tu sais, c'est problématique. Encore là, aujourd'hui, j'ai réglé une situation que si on n'avait pas eu ça, en tout cas... C'est ça. Je peux pas en parler parce que c'est une question de ben, je pourrais en parler, là. J'ai pas nommé de nom, mais c'est compliqué parce que c'est toujours c'est en lien avec des photos osées, intimes.
des jeunes, ils ont des instruments destructeurs puis là, les parents, même dernièrement, les parents, ça vient des parents, là. Pourquoi est-ce que vous acceptez ça à l'école? Tu sais, ben, en même temps, les parents l'achètent, tu sais. Fait que là, c'est un petit peu un double discours. Ben, bref, ça c'est un autre débat, là. Le jeune tire sur ses shorts puis il se prend en photo la saucisse cocktail. Il envoie ça sur Snapchat à toutes ses petites amies filles. C'est ça. C'est ordinaire. C'est du gros n'importe quoi. Effectivement, j'ai eu des élèves qui ont fait ce genre de choses-là l'année passée. Et ça, c'est problématique. Et moi, pendant ce temps-là, sérieusement, comme éducateur spécialisé, j'ai des élèves qui ont besoin d'aide, mais quand je gère des situations de même, j'ai pas le temps parce que justement, il y a eu tellement de coupures, il y a tellement on manque de temps pour gérer toutes les situations. Mm-hmm. Ben, c'est sûr que quand je prends du temps pour gérer des problèmes avec des nouvelles technologies comme ça, ben il y a des jeunes qui ont vraiment besoin d'aide, ben je suis pas je dis pas que les autres n'ont pas besoin d'aide parce que ça a tellement provoqué une problématique parce que ça part de l'extérieur. Mm-hmm. Et là, on tombe soit dans l'intimidation, soit dans la production, distribution, possession de pornographie juvénile. Écoutez, c'est débile, là. C'est n'importe quoi, là. On est loin des années 90. Hein? Ah oui, en 1990. Et sur ça... Merci, Eric! Ouais, ça fait plaisir. Excellente chronique sur l'école québécoise. Une bonne réflexion. Oui. Alors, mesdames, messieurs, écoutez, donc, il nous reste environ 5-6 minutes. Moi, je vais peut-être essayer d'en passer une petite avant de rentrer en communication durant la pause avec... nul autre que Bob Siawa, et pour retrouver de l'autre côté avec Bob. Donc, moi, ce que je voulais vous parler rapidement, c'est de la christianophobie. Donc, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Les médias n'en parlent pas. Là, on en a parlé un petit peu à cause de Notre-Dame et à cause de ce qui s'est passé au Sri Lanka. Surtout à cause du Sri Lanka. Oui, c'est ça, c'est débile. Fait que donc, Sri Lanka, au-dessus de 300 morts, on est rendu à, je pense, 700 ou 800 blessés. Des blessés très graves là-dedans. 7 explosions. Aujourd'hui, d'ailleurs, les fameux djihadistes l'État islamique a rendu une vidéo, publique une vidéo où on voit les 8 djihadistes, dont le fameux imam là, en charge, là, qui sont tous de noir vêtus, et qui prêtent serment d'allégeance à al-Baghdadi et à l'État islamique, avant d'aller se faire sauter. Là. Écoutez, c'est complètement débile. Il faut savoir qu'il y a littéralement des milliers de chrétiens à chaque année qui sont tués à travers le monde, surtout en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Asie. Et c'est... ça va en augmentant. Le nombre d'actes va en augmentant. Et là, je suis tombé sur une statistique aujourd'hui en France. On n'est pas en Afrique subsaharienne. Là. Non. On est en France. Là. Et c'est drôle parce que j'en ai entendu parler en fin de semaine. J'ai vu une vidéo, comme je t'ai parlé tantôt, une madame qui parlait de ça justement, mais je te laisse aller. Écoute, c'est un des hauts lieux, un des lieux de culte. En fait, la France, c'était vraiment un haut lieu du christianisme. Mm-hmm. Hein? Et là... On parlait de socle commun tantôt. Ouais. Alors, pour 2018, il y a eu 100 actes anti-musulmans ou islamophobes, appelez ça comme vous voulez, là, en France. Mais j'aime mieux acte anti-musulman que islamophobe parce que pour moi, ça marche pas. Là. OK? Ce qui est odieux, là. Oui. Il y a un, c'est un de trop. Mais il y en a eu 100 dans toute la France en 2018. Mm-hmm. Il y a eu 541 actes antisémites, anti-juifs. 541. Ce qui est encore inacceptable encore. Écoute, comme je te dis, un, c'est trop. Un, c'est trop. Il y a eu 1063 actes anti-chrétiens. OK? En France. 1063 actes anti-chrétiens. Juste depuis le début de l'année, là, on est déjà rendu autour de 250-300 actes. Et depuis Notre-Dame, la semaine passée, on en recense plusieurs dizaines à travers la France. Là. Des gens qui essaient de mettre le feu dans des églises, qui renversent des hôtels, brisent des statues. Est-ce que
on jase. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait mettre Notre-Dame dans ces statistiques-là? On va revenir là-dessus. OK, excuse-moi. On va revenir là-dessus après la pause. Parce que, écoute, Notre-Dame, vous savez, on a la version officielle. Et quand je dis version officielle, attention. Qu'est-ce qu'on avait dans la presse, dans les différents médias? C'est de nous dire c'est un court-circuit qui aurait débuté l'incendie. Puis là, c'est ouais, mais ça vient d'où cette information-là? C'est un policier, sous le couvert de l'anonymat, qui avait une conversation privée avec un reporter de l'agence France-Presse, de l'AFP, et qui lui disait que lui pensait que c'était un court-circuit. Fait que là, le reporter de l'AFP, lui, écoute, il a ramassé ça, il a fait un article avec ça. Il spin ça. Puis paf, il publie ça, spin ça. C'est repris par l'ensemble des médias à travers le monde, dont la Presse, le Journal de Montréal, etc. Et c'est publié comme étant, voilà, on a déterminé la cause. Voilà la cause. C'est un court-circuit. C'est n'importe quoi. Mais c'est parce qu'il n'y a même pas un enquêteur qui est allé encore sur le site. Non, c'est... Les enquêteurs, présentement, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interrogé les travailleurs qui étaient sur le chantier. En fait, il y avait un chantier, effectivement, mais le chantier, sais-tu qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montaient des échafaudages depuis le mois de décembre. Ils montent des échafaudages autour de la flèche. C'est ça qu'ils faisaient. Ça faisait depuis 3-4 mois qu'ils étaient là à monter des échafaudages. Il n'y avait aucun travail qui se faisait réellement sur la cathédrale à ce moment-là. Écoute, ça sonnait tellement faux. Moi, quand je suis arrivé chez moi la semaine passée, puis que ma conjointe elle m'a dit ça, que la cathédrale était en feu. Puis là, je voyais tout le chantier. Là, c'était un chantier, là, c'était quelque chose. Là, puis sur un chantier comme ça, là, sur un monument historique, là, écoute, c'est une merveille du monde, là, cette affaire-là. Viens pas me faire croire qu'il n'y a pas des agents de sécurité qui sont là. À 24 heures sur 24, voyons donc, c'est n'importe quoi. Puis, ben c'est ça, écoute, là, il y a tellement eu de... Et là, dans la même journée ou le lendemain, on voyait des supposés experts qui disaient « Ah, mais ça, c'est... Écoutez, là, dans les vieilles bâtisses comme ça, à chaque fois qu'il y a des incendies, ben un sur deux... c'est dû à des trucs électriques. Mais tu sais, mais là, à cause qu'il y a une statistique qui dit ça, c'est comme si c'était ça qui est arrivé. Et voilà, ça devient une vérité de la palisse. Ça devient une vérité. Écoute, c'est n'importe quoi. C'est quoi, Eric? On va revenir autour de 20h25. Oui. On va revenir sur le sujet. On va continuer à en parler. Il faut qu'on passe à une pause publicitaire à 20h03. Donc, 2 minutes. On vous revient dans 2 minutes avec... nul autre que votre chroniqueur sportif, Bob Sirois. Restez avec nous, on vous revient dans un instant. Tout de suite. Merci d'écouter radioinfocité.com. Si vous avez des commentaires, des idées, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com. Merci à nos partenaires Vigile.Québec, un site qui vous offre l'actualité vue autrement. On aimerait également remercier la Fondation Équipe Québec pour une équipe nationale dans chaque discipline sportive. Devenez membre de la Fondation Équipe Québec. Merci également à Motel Roberval au 1-877-990-9903. Merci à Solutions Concept Web SLC. Vous pouvez les rejoindre au 1-855-564-2835. Oui, allô? Allô? Petite pause pour vous rappeler que vous écoutez radioinfocité.com. Pour tout commentaire, vous pouvez écrire studio@radioinfocité.com.
Ici Max Bradette. Vous êtes à l'antenne de radio-infocité.com, la radio branchée sur l'actualité. Et il est avec nous pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs. J'ai nommé Robert Sirois. Salut, Bob! Hey, salut les gars, comment ça va? Hey, ça va très bien. Écoute, toi, comment tu vas? En pleine forme, Écoute, je suis un genre de semi-retraité, passé 65 ans, quelques mois, puis j'essaie d'en profiter. J'en profite en suivant le roman savon américain. Écoute, je passe, c'est rendu fou, là. Je pense que ma femme me fait des gros yeux. C'est YouTube avec le Congrès américain, avec CNN, avec Fox, avec des pundits américains, c'est des analystes politiques, sur tout ce qui se passe là-bas. Je te dis que la revanche de Trump et des républicains s'en vient, puis rapidement. Je pense qu'on va voir un gros scandale éclater bientôt avec probablement l'arrestation de l'ancien chef de la CIA, Brennan, avec James Comey du FBI. C'était vraiment un coup d'État ce qui se passe là-bas. Là. Ici au Québec, nos médias rapportent la nouvelle seulement que de CNN. CNN, en passant, est rendu 14e. Écoute. T'es-tu sérieux à ce point-là? C'est pas des farces, là. Ça en est très, très drôle, mais c'est pas pour ça qu'on se parle aujourd'hui, mais je veux juste vous dire que si vous avez besoin d'un analyse de la politique américaine, je dois mes services. Ah, ben écoute, ça serait intéressant. On pourrait faire... Ben salut, Bob. Écoute, c'est Eric. Écoute, ça serait intéressant. On pourrait faire une chronique. Une petite chronique de 15 minutes chaque semaine. À partir de la semaine prochaine, ça va être complètement fou. Et surtout à partir du 1er, du 2 et du 3 mai, où ce que Attorney General, M. Andrew Barr, va témoigner au Congrès. C'est des démocrates, les sénateurs démocrates qui vont lui poser des questions. Je pense qu'ils ont besoin d'être bien attachés parce que ça va débouler la Ça va ruer dans les brancards. Écoute, ce qui s'est passé, c'est pas compliqué. Puis Obama est dans la merde, Clinton est dans la merde. Tout est basé sur un faux dossier qui a été payé par Clinton, qui a été payé par les démocrates. Obama a accepté que le camp de Trump soit espionné électroniquement pendant les élections en 2016. Et c'est grave, là, c'est pire que Watergate. Oh oui, c'est clair. Là. Écoute, même, parce que nous autres, dans les médias ici au Québec, comme tu disais tantôt, ils font juste comme relayer l'information de CNN. Puis là, même si l'enquête Mueller a aucune accusation, ils n'ont aucune preuve que M. Trump aurait fricoté avec les Russes, continue à spinner comme quoi que il y aurait des possibles. Puis là, même si on n'a pas prouvé, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Puis c'est n'importe quoi. Ah, c'est des gars, la semaine prochaine... réinvitez-moi, on va faire un petit 20 minutes. Ouais, ça serait bon. On fait ça. Ouais. On fait ça. T'es là, t'es avec nous autres la semaine prochaine. Chronique internationale avec Bob Sirois. Ouais. Écoute, je suis un ancien de Washington. Fait que, oui, c'est ça. Ça peut pas tomber mieux, hein? Ouais, c'est bon. Les gars, le maire de New York, en parlant des Américains, le maire de New York, Bill de Blasio, est en train de négocier une grosse entente avec le Québec pour l'hydroénergie, l'électricité. Justement, un de mes sujets tout à l'heure. Oui. Puis, il espère que d'ici 2040, 100% va être de l'électricité, dont 40 à 50% va venir du Québec, peut-être même plus. C'est beaucoup des gars, là, ça c'est gros. Puis, je lisais, puis en dehors de passer mon 2-3 heures sur regarder ce qui se passe dans le roman savon américain,
je tombe sur Facebook ce matin, puis je vois que le maire de Blasio, puis je le comprends, dit que lui, c'est l'énergie hydroélectrique canadienne. Là, je me mets à lire les commentaires. Et puis, je peux dire que 75% des commentaires, que ce soit sur l'article du Journal Le Devoir, la presse, du Journal de Montréal, et des commentaires sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est que 75% des Québécois sont insultés parce que le maire des Blasio, il appelait ça de l'hydroélectricité canadienne. Puis, ce qui revenait souvent, c'est que nos Québécois écrivaient « Ben, hey, qui se réveille, c'est pas le Canadien, c'est Québécois, puis le gouvernement canadien ne nous a jamais donné une scène, puis tralala. » C'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais c'est vrai, mais comme nation, les gars, on n'est pas reconnus. Dans notre village, on est tous là, on est vraiment là, le village de Astérix Obélix. On est dans notre bulle, là, puis on pense que le reste de la Terre connaisse le Québec. Personne, à part les Québécois, savent qu'on est une nation, qu'on est un peuple. Céline Dion, c'est pas une Québécoise, c'est une Canadienne. Le Cirque du Soleil, c'est pas québécois, c'est canadien. Robert Lepage, Georges Saint-Pierre, tous nos grands qui se promènent un peu partout à travers la planète Terre sont tous reconnus comme étant des Canadiens. Ouais. Ah, t'as raison. Quand Andy Murray, le joueur de tennis écossais, gagne un tournoi ou une médaille, tous les médias du monde disent l'Écossais. Ils disent pas le Britannique. L'Écossais, Andy Murray. La même chose avec toutes les autres nations du monde. Puis l'Écosse, c'est pas un pays. C'est une nation comme nous. Alors, pourquoi que c'est comme ça? Dans mon livre, j'en parle. Le Groenland, c'est un territoire. Le monde connaît le Groenland parce que c'est quand même un territoire qui est très grand, mais c'est pas un pays. Et puis, mais depuis 20 ans, ils sont membres de la Fédération internationale de handball. Puis, le président de la Fédération de handball du Groenland a réussi à avoir un championnat du monde en 2016 de handball qui a eu lieu au Groenland. Et puis, à la question que les journalistes lui ont demandé, il a dit, nous, on organise ce tournoi-là chez nous pour une seule raison, montrer que nous existons. Aussi simple que ça. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que le Groenland est en train de se séparer du Danemark. Il y a un référendum qui s'en vient. 56 000 personnes. C'est pas beaucoup de monde, mais... Puis là, après, Bob, on se fait dire que les Québécois, on n'est pas assez nombreux pour former une nation. Là, t'as 56 000 personnes qui parlent de l'autodétermination de leur peuple. C'est en plein ça. Et puis, l'Estonie, qui est un nouveau pays, a gagné leurs 3 premières médailles aux Jeux olympiques à Turin. Et puis, le journaliste, son nom c'est Andrus Neil, un journaliste sportif d'Estonie, a dit que ce succès-là, pour tous les Estoniens, c'était eux aussi pour montrer qu'ils existaient, que le sport est la seule façon de véhiculer le nom Estonie à travers la planète. Alors, je reviens sur mon sujet, parce que vous me voyez venir. Le Québec, avant de devenir un pays, il faut qu'on ajuste comme une nation, comme toutes les nations du monde. Alors, on a un seul véhicule. Le véhicule s'appelle pas Cirque du Soleil, ça s'appelle pas Céline Dion. J'aime bien des artistes, j'ai aucun problème avec eux. La seule façon, c'est d'avoir nos équipes nationales du Québec qui vont véhiculer la nation que nous sommes. C'est aussi simple que ça. C'était mon commentaire d'aujourd'hui. Tout à fait pertinent. Puis, écoute, en plein dans le mille. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe là avec le ministère des Loisirs et du Sport? Est-ce que je sais qu'il y avait, tu nous parlais qu'il y avait un démarchage qui était fait justement auprès du nouveau gouvernement de la CAQ pour les amener à pistonner l'idée d'avoir des équipes nationales québécoises? Mon livre, premièrement, on attend mon livre. OK. On commence avec ça, OK? Parce que le livre, là, c'est finalement, là, c'est le blueprint
quoi faire, comment faire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, tout est là. C'est la Bible. Tu vas-tu venir nous en vendre en fin de semaine, le samedi? Ouais, tiens, je vais aller vous faire de la prévente en fin de semaine. Au déjeuner politique, on t'attend, là. Ben oui. Sortez votre cash, mon avion pour Hawaï part le lendemain, là, fait que j'ai besoin de cash. Parfait. Viens nous voir, nous ça. Une couple de choses. J'ai parlé aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'essayais de le rejoindre, finalement on s'est rejoint. Tout ce qui reste pour finir la mise en page du livre, c'est la préface. Puis moi, j'avais une seule personne en tête, c'était Maître Guy Bertrand, qui est le pionnier de tout ça, qui a commencé ça en 1976, puis qu'à chaque décennie, il a essayé de mettre sur pied les équipes nationales. Il a passé très proche, il m'a tout raconté ça aujourd'hui. Puis il va écrire la préface de mon livre, il est très heureux. J'ai dévoilé plein de choses qu'il ne savait pas, il était tout content. Là, 3 semaines, j'ai mis sur ma page Facebook, puis je vais pas souvent dernièrement, j'ai mis sur ma page Facebook qu'il y avait encore plein de discriminations au hockey sur glace, ici avec l'équipe Canada féminine, où ce que seulement 3 Québécoises étaient membres de l'équipe canadienne, quand on sait que au moins la moitié de l'équipe aurait dû être composée de Québécoises. Fait que sur cet article-là, sur le statut que j'ai mis sur Facebook, j'ai adressé Madame la ministre Isabelle Charest et Hockey Québec qu'est-ce qu'elle attendait pour réagir et condamner cette maudite discrimination-là qui existe depuis des décennies. 5 jours après, messieurs, Madame Isabelle Charest est venue liker mon commentaire. Oh! Très intéressant. Oui, c'est comme une porte ouverte, quelque part, là. Rien ne l'obligeait, parce que son nom était dans mon commentaire, de venir liker le commentaire, mais elle a aimé ce qui a été écrit là. C'était, d'une certaine façon, c'est un genre d'appui. Puis, écoute, c'est elle la décideuse, avec François Legault. Bon, pour ce que la question m'a posée, Stéphane Ellinger, le président de la Fondation Équipe Québec, a rencontré le président de Hockey Québec. Et puis, je peux vous dire, les gars, je ne donnerai pas toute la discussion, mais c'est assez positif. Fait que c'est une bonne nouvelle, parce que si tu n'as pas les fédérations avec toi, ben c'est un autre, c'est encore du sable dans l'engrenage. C'est certain que une motion de l'Assemblée nationale, parce que c'est ce que je vise, une motion de l'Assemblée nationale envers nos fédérations et envers le gouvernement canadien, Sport Canada, disant que le Québec, en fin de compte, là, c'est l'indépendance sportive du Québec. Oui. Une motion qui dit aux fédérations, ben là, votre associé, faites des demandes d'accréditation aux fédérations internationales en tant que nation. Nous vous appuyons. C'est aussi simple que ça, là. Et puis, je pense qu'on va être capable de le faire. Et à ce moment-là, les fédérations, se sentant appuyées par le gouvernement, vont aller de l'avant. Ça, c'est je peux vous dire que beaucoup de positifs qui s'en viennent là-dedans. Là. Ouais. Je pourrais en parler pendant un bout de temps, mais il y a quand même, je me garde un petit droit de surprise pour plus tard. Ben, il faut, oui. Puis il faut absolument que ça débouche, cette histoire-là, Robert. Moi, je veux absolument voir des équipes se constituer. C'est, comme tu dis, c'est tellement important, c'est tellement vital, c'est tellement un vecteur d'unification de notre peuple, puis d'aller chercher toutes les différentes communautés ethniques pour les rassembler sous un même étendard. C'est rassembleur et identitaire. Oui. Le jour, tu sais, si des équipes Québec existaient depuis, mettons, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je suis certain que le maire d'Iblacio aurait dit l'énergie électrique du Québec. Pas du Canada, il l'aurait dit du Québec. Parce que on aurait avec nos équipes nationales, on aurait une reconnaissance internationale. C'est ce que ça donne, les équipes nationales. C'est ça. Compliqué. Tu as tout à fait raison. Écoute, c'est en plein dans le mille, encore une fois, Bob, avec tes propos. Et je vais te dire une affaire. Si on avait plus de personnes à semi-retraite comme toi, là, je pense qu'on aurait un pays, ça ferait longtemps.
Tellement. Écoute, c'est hyper pertinent. Puis d'ailleurs, c'est ce que nos auditeurs nous disent. Hein. Je suis en train de lire les différents commentaires. Les gens sont contents de te revoir, te réentendre, devrais-je dire. Puis une des choses, c'est de dire, écoute, Bob Sirois, c'est un gars qui est pertinent, qui est intéressant. Puis on est vraiment content de l'entendre avec nous ce soir. Le sport, très important pour n'importe quelle nation, dit André Couture. Donc, voilà. Vas-y, Eric. Oui, puis tu sais, Bob, ce que tu viens de parler, là, on en parle souvent dans nos conversations. Ben, les conversations, on est souvent à travers nos chroniques. Tu parles d'effectivité. Tu sais, c'est être effectiviste, là, tu sais, passer de la parole aux actes, agir comme si on était un pays, c'est exactement ça que tu parles quand tu dis on fait comme si on était un pays, même si on n'a pas on n'a pas toutes les reconnaissances, mais au moins au niveau des équipes, au niveau identitaire, là, tu vas aller chercher, mais ça prend une volonté politique pour faire ça, par exemple. Se comporter comme un État-nation. Hey, les gars, je suis pas. C'est certain qu'il y a une personne qui a parti ça, c'est Maître Guy Bertrand. Je suis tellement content qu'il ait accepté, puis je le voyais pas refuser non plus, là, qu'il ait accepté d'écrire la préface du livre. Mais il y a des gars comme Daniel Saint-Hilaire. Daniel, c'est le gars qui a développé Bruni-Surin. Il était instructeur, coach aux Jeux olympiques pour le Canada pendant 5 Jeux olympiques. C'est ce même gars-là qui a fait tomber Jean Charest, qui l'obligeait à démissionner quand il était ministre des Sports. Ce gars-là est à la Fondation Équipe Québec. Il se bat depuis tout le temps là-dedans, puis je parlais avec lui cette semaine, on se parle régulièrement. Et au centre Claude Robillard, lui, il fait partie d'une équipe, il entraîne des jeunes en athlétisme, là, saut en hauteur, et 60% des jeunes qui sont au centre Claude Robillard sont tous des jeunes Québécois et Québécoises, de nationalités différentes, des tricotés serrés, je dis 60, ça peut être sur les 10%, des tricotés serrés ne presque pas à Montréal de toute façon. Ouais. Mais ils sont tellement fiers quand ils le voient arriver avec parce que lui, il se promène tout le temps avec la fleur de lys, son chandail de hockey. Écoute, ils en veulent toutes, nos jeunes. C'est des jeunes Chinois, c'est des jeunes Noirs, c'est des jeunes Arabes. C'est ça. Ils veulent faire partie de la gang. L'éducation est là. C'est ça. C'est tellement vrai. C'est parce qu'ils veulent faire partie de cette nation-là. C'est la preuve, tu sais. Oui. C'est la seule façon. C'est ça. Ils se font des amis là-bas. Puis ça parle tout français là-bas. Exact. Tu sais, les gars, là, ce sont tous, c'est notre nouveau Québec, là. Puis, regarde, là, s'il y a un peuple accueillant ici, là, accueillant sur la planète Terre, c'est bien nous autres, là. Et puis, on est tellement fiers quand on voit un Chinois nous parlant en québécois. Moi, à tous les fois que j'ai quelqu'un d'une autre nationalité que tu peux voir, qui peut être latino, noir, chinois, qui nous parle dans notre langue, à nous, avec nos patois, avec notre accent. Moi, là, je vibre avec ça, les gars. Ah, c'est extraordinaire. Comme ça. Imagine une nation comme ça. Une belle intégration, ça. Extraordinaire. Mot de la fin, Bob. Mot de la fin. Hey, les gars, à la semaine prochaine, on va parler encore de sport, mais on va parler de la politique américaine. Écoute, moi, je te réserve 20 minutes la semaine prochaine, puis on part ça autour de 8h moins 10. Puis on te donne un gros 20-25 minutes, puis tu nous comptes ça, tu nous parles de politique, tu vas nous parler de politique américaine aussi. On va t'entendre là-dessus. Hey, un ancien des Capitals de Washington, écoute, j'ai déjà rencontré le président Jimmy Carter, j'ai rencontré Ronald Reagan après aussi. Écoute, on était dans le feu de l'action là-bas. Là. Avec Jimmy Carter, c'est The Buck, B-U-C-K, l'argent. The Buck, Stop Here. Je me souviens encore de ça. C'était Make America Great, c'est voyons donc Trump. Carter, c'était The Buck, Stop Here. Les dépenses arrêtent ici. Alors, mesdames, messieurs. On se parle. Je vous souhaite à tous vos auditeurs et vous autres, là, une bonne fin de soirée, puis on se voit samedi. Je vais téléphoner à Pierre Schneider pour avoir un petit lift. On monter tous les deux ensemble. Super. Ben écoute,
contacte Pierre, puis moi, on va être très heureux de te revoir. Ça fait un méchant bout qu'on t'a vu en personne, là, fait que ça va être le fun de te voir. Puis, donc, mesdames, messieurs, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Bob Sirois qui est de retour et il nous fait sa politique américaine. Donc, ça va être très intéressant avec des petits détails croustillants. Alors, soyez-y. Et nous, de notre côté, Bob, on passe à une très courte pause publicitaire. On vous revient dans environ 1 minute et demie avec, donc, la chronique à Derry. Alors, soyez des nôtres. On vous revient dans un instant. Petite pause pour vous rappeler que vous écoutez radioinfocité.com. Pour tout commentaire, vous pouvez écrire studio@radioinfocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le journal du soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Ici Bernard Landry, vous écoutez radioinfocité.com. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour ce dernier segment de l'émission, mon cher Éric. Nous voilà. Et là, on va pouvoir continuer notre fameuse discussion qu'on avait amorcée avant l'arrivée de Bob, alors qu'on vous parlait notamment donc de christianophobie. Et on vous a parlé aussi, donc, cet attentat au Sri Lanka. Le phénomène qui prend de l'ampleur. Et là, on commençait à faire un lien un petit peu avec Notre-Dame. Puis, écoutez, comme je vous ai dit, Notre-Dame, j'ai lu énormément sur cet incident qui s'est passé la semaine passée. Première chose que je pense qui est fondamentale de dire, c'est que Notre-Dame, c'est pas simplement une église, c'est pas simplement une cathédrale. C'est carrément un symbole de l'Occident. Ouais. C'est carrément, littéralement, un symbole phare de l'Occident à proprement parler. Et donc, à partir du moment où un de ces symboles-là, qui est une icône, est attaqué par les flammes, ben c'est certain que ça vient chercher tout le monde. C'est universel. Du moins tout le monde en Occident, mais je vous dirais plus largement, la réaction était planétaire. Hein? Les gens, ça s'est venu chercher ben du monde. Moi, c'est venu me chercher profondément. Puis, écoutez, ma fibre de pratique religieuse est quand même assez loin. J'étais un servant de messe jusqu'à 13 ans, puis après ça, j'ai pas mal arrêté là ma pratique religieuse. Mais j'allais à l'église plus jeune. Bon, je m'en confesse. Sans faire de mauvais jeu de mots. Et écoutez, je veux vous parler, donc, la version officielle de l'agence France-Presse, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est que, ça serait un court-circuit. Mais écoutez, un court-circuit, ce qu'on doit savoir, les enquêteurs nous ont dit justement que l'équipe qui travaillait à monter les échafaudages utilise des équipements, des génératrices, etc., mais les ferme à tous les soirs. Et ils ont carrément un registre qu'ils doivent aller signer, comme quoi ils attestent que tout a bel et bien fermé. OK. À l'intérieur, donc, on a
on a la toiture qui est faite en plomb et je pense en cuivre, si je me souviens. Et à l'intérieur, donc, on a toute la structure qui soutient ce toit-là, qui lui est faite en chêne. Donc, une chêne de 800 ans. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il n'y a aucun filage électrique à l'intérieur, donc, de cette portion-là. Mm-hmm. Toute forme d'électricité est interdite à l'intérieur de cette... justement à cause qu'on veut prévenir toute possibilité de risque d'incendie. Sachez cependant que le chêne est très, très difficile à allumer. Et là, à la base, cette structure-là est faite avec presque 1200 chaînes. C'est entre 1100 et 1200 chaînes. Je n'ai pas le nombre exact, là, mais c'est entre 1100 et 1200. C'est pour ça qu'ils appellent ça la forêt. Ils ont carrément coupé une forêt mature de chênes et ils ont fait ça dans les années 1200. Ils ont pris les arbres, ils les ont couchés, ils les ont laissés pendant 25 ans, le temps que le bois sèche. Une fois que la bille avait séché, ils ont pris les troncs d'arbres, puis ils les ont mis dans un marécage. Ils les ont dompés dans le marécage, puis ils les ont laissés là un autre 25 ans. Hey, 50 ans, là, à partir du moment où c'est capoté. OK? La raison pour laquelle ils les ont mis dans le marécage, c'est que le bois a commencé à se pétrifier. Et ce faisant, il venait à l'épreuve des champignons et il devenait à l'épreuve des insectes. OK. C'est la raison pour laquelle ils ont procédé de cette façon-là. Après, ils les ont écorcés, ils les ont équarris. Mais dans le marécage, dans le fond, c'est pour lui redonner l'humidité, dans le fond? Non, c'est un traitement. C'est un traitement qui amenait la pétrification du bois. Ça commençait une pétrification. Naturellement, le chêne est un bois très, très dur, oui. Mais ça rajoute une couche de dureté qui permet une résistance, par exemple, à des vers ou à des insectes et qui empêche des champignons de venir comme s'apposer sur le bois et venir le faire pourrir. OK? Donc, pendant 50 ans, donc, ce bois-là a été... ils ont travaillé, il n'y a rien qui s'est fait. Au bout de 50 ans, on écorce, on équarrit, et on prend le bois, on le transporte à Notre-Dame, et là, on commence à le monter. Tu parlais de se projeter dans l'avenir, là. Hein? On est-tu là-dedans? Là? Écoute, à une époque... C'est débile, là. À une époque, mesdames et messieurs, où l'espérance de vie est en deçà de 40 ans. Il n'y avait même pas de cellulaire à cette époque-là. Là. Donc, c'est vraiment fou, là. Donc, les gens vivaient en moyenne autour de 40-45 ans. Les gens, ça commençait à travailler comme apprentis au début de l'adolescence, là, hein, 12-13 ans, afin de devenir un jour compagnon. Fait que là, il y a eu des maçons qui travaillaient sur la pierre, mais il y a eu aussi les maîtres charpentiers, les compagnons, qui eux autres travaillaient sur la structure de bois. Fait que là, tu commences sur le projet, à travailler sur le projet. Tu vas travailler toute ta carrière, tu vas travailler 20-25 ans, jusqu'à ta mort. Puis là, à ta mort, c'est ton apprenti qui est devenu compagnon, qui prend ta place, qui lui va former un apprenti, et ça va faire boule de neige, ça va prendre 8-10 générations pour venir à bout de faire toute la toiture. Donc, écoute, t'imagines, il faut avoir foi en l'avenir, il faut vraiment avoir cette capacité de se projeter, d'avoir confiance dans l'avenir, dans son peuple, dans le projet qui est en train de s'accomplir. Et c'était ça qui m'a amené cette réflexion-là, d'être capable de se projeter dans le temps, de se projeter loin dans l'avenir. Et c'est ce que faisaient les Français, c'est ce qu'ont fait les Parisiens à l'époque, quand ils construisaient Notre-Dame sur plusieurs centaines d'années. Et ça a donné un résultat qui est extraordinaire, qui est la cathédrale Notre-Dame. Et on se ramasse aujourd'hui, en 2019, donc le 15 avril 2019, vers 6h, 18h30, où l'incendie se déclenche. Une heure plus tard, écoute, presque toute la toiture est complètement détruite. Donc, en moins d'une heure, le feu a été dévastateur. Et là, on nous dit, c'est une étincelle liée à un problème électrique qui aurait parti ça. Et là, je commence à aller fouiller, tu sais. Puis là, j'entends cette entrevue-là qui est réalisée au téléjournal avec Pujadas, qui est l'espèce de Bernard de Rome ou Pierre Brudeau français. Patrice Roy. Oui, Patrice Roy. Fait que, écoute, j'entends Pujadas, puis là, il interviewe un monsieur qui s'appelle Mouton. Et M. Mouton a été l'architecte en chef de Notre-Dame pendant 13 ans. Et lui, il dit,
Je comprends pas. Je ne comprends pas. Puis là, puis Jadès dit, ouais, mais pouvez-vous élaborer? Là? Et lui, il explique, il dit, ben écoutez, c'est du chêne, c'est un bois très, très dur. Puis il y a 800 ans en plus. Écoutez, j'ai jamais fait brûler de bois de 800 ans, là. Mais c'est pas supposé brûler comme ça. Ça se peut pas. En tout cas, facilement de même. Non, mais il y a quelque chose qui marche pas, là. Puis il dit, il y a pas de fil. Il y a pas de fil électrique. C'est quoi ça, tu sais? Puis il dit ça à chaud, là. C'est encore en train de brûler, là. Et là, on a des Français qui ont décidé de dire, oh, il y a quelque chose là. Fait que, vous savez, en science, la meilleure façon, c'est de faire comme des expériences empiriques pour vérifier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a plusieurs vidéos, vous pouvez facilement trouver sur YouTube. Vous pouvez aussi les trouver sur ma page Facebook, sur mon fil d'actualité. C'est quelque chose que j'ai mis public. Donc, vous y avez accès. Vous pouvez descendre un peu, scroller, vous allez tomber sur les publications en question. Et là, on a cette vidéo, donc. On a une poutre de 30 cm par 30 cm en chêne. C'est une poutre qui a séché pendant 35 ans. Donc, elle n'a pas 800 ans, mais elle a 35 ans. Mais très, très sec. 35 ans qui a eu le temps de sécher. Et elle fait, je pense, c'est 8 ou 10 pieds de long. Puis 30 cm par 30 cm. Et là, on essaie d'y mettre le feu. Fait que là, on commence par dire, bon, ben c'est des étincelles qui auraient débuté le tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un grinder, on met une plaque de métal, puis on colle le grinder sur la plaque de métal. Hey, les étincelles qui revolent. Écoute, la paille sèche qui est en dessous de la poutre, même pas capable de prendre en feu avec ça. Alors, ça casse-la une tienne, on prend un peu d'essence à briquet, puis on allume le feu dans la paille. Hein? La paille brûle, la poutre est indemne, et même pas noircie. Oh, ouais. OK, c'est bon. Ben là, il y a eu aussi... il y a eu une boîte électrique qui a pris en feu avec le plastique. Fait que peut-être que... Fait que là, on prend une boîte électrique en plastique avec des fils qui dépassent. On met le feu après ça. On met de l'essence à briquet pour être sûr que ça prenne en feu. Ça prend en feu. Ça touche pas à la poudre. Ça va pas bien. OK, c'est bon, mais il peut y avoir... il y en avait un qui parlait, par exemple, de possibilité de nids d'oiseaux qui auraient pu servir à alimenter l'incendie. On prend des nids d'oiseaux. On met de l'essence à lighter dessus. On met du petit bois. On met le feu après ça. On fait un beau petit feu de joie en dessous. Puis ça s'éteint. La poutre. Toujours comme parfaite. Alors, même pas une petite rosée de brûlure. Une petite trace noire, là. Mais... Ouais, c'est comme quand tu mets une chandelle. C'est comme c'est de la suie. C'est de la suie. C'est de la suie. Là, OK. Bon, mais écoute, on va prendre... Vous savez, on a une espèce de liquide, là. C'est comme une crème qu'on met, par exemple, sur les charbons de bois pour partir un charcoal, partir un barbecue. Alors, on va mettre ça. On met ça dessus. Essaie de l'allumer. Le feu allume sur la pâte en question. Mais le feu ne se propage pas. Ils en mettent à grandeur, tu sais. Ils en mettent à la grandeur de la poutre. Elle ne se propage pas. C'est maudit bout de vierge. OK. Prends de l'essence. Épand l'essence à lighter par-dessus le cossin à barbecue à la grandeur. On remet le feu. Ça pogne en feu, puis ça s'en va sur toute la poutre. Excusez-moi. Le carburant se consomme. La poutre, il n'y a même pas de marque. Ils ne sont pas capables de faire brûler la poutre. Il y en a qui me disent « Ouais, mais ça, c'est parce que le bois, il n'est pas assez vieux. Il a juste 35 ans. » Ils ont refait l'expérience avec une poutre de 350 ans. Avec une vraie poutre de chêne de 350 ans. Oh, ouais. Même résultat. Même résultat. Bon, même peut-être que 800 ans, ça va brûler. Non, c'est encore pire parce que le bois est pétrifié. Il brûle encore moins. Mais t'imagines, juste soulever une question. Il y a une réflexion. Advenant dans le fait, OK? Oui. Là, avec Internet, il y a des gens qui font des tests. Oui. Là, on le voit, là, on le sait. Là, puis moi, je t'en ai parlé la semaine passée, quand j'ai entendu ça, quand je suis arrivé chez nous, j'ai dit, il y a anguille sous roche, c'est sûr. Bref, mais mettons, là, qu'on se pose pas de questions, Christian. Oui. Et là, la rumeur se poursuit
d'année en année, de décennie en décennie, comme quoi que, il y a une étincelle qui a parti le feu dans la forêt de chêne en haut de la cathédrale. T'imagines-tu le mensonge qui est devenu réalité au fil des années, au fil de peut-être même 50, 60 ans, 100 ans? Puis là, à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui se réveille et qui dit « Hey, ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé là. » Mais là, grâce aux médias sociaux, puis Internet, puis aux gens qui se posent des questions, là, comme nous, là, ben là, on a l'information. En tout cas, il y a une possible autre perspective ou autre puis là, c'est de se dire... conclusion. Oui, ben absolument. Puis on est justifié de s'interroger, mesdames et messieurs, parce que tous ces indices-là, en fait, ces preuves-là, tendent à nous amener ailleurs que sur quelque chose d'accidentel ou quelque chose d'une erreur humaine. On s'en va vers carrément l'incendie criminel. Parce que là, je dis... Et planifié et organisé. On n'aurait pas besoin de n'importe... Mais là, ça veut dire, un accélérant, même de l'essence, ça fait pas la job. Ouais, écoute, c'est... Si tu veux faire la job, puis oubliez pas, là, l'incendie, après 1 heure de combustion, c'est la forêt au complet qui est effondrée puis qui brûle, là, de façon très, très ardente. Donc, ça prend quelque chose de très puissant pour pouvoir comme consumer ça. Et si vous regardez les photographies ou les images qui ont été filmées, vous voyez le nuage de boucan qui s'échappe et la fumée n'est pas blanche-grise. La fumée est jaune, mais vraiment jaune foncé. Et là, le monde se sont dit, jaune comme ça, c'est carrément une réaction chimique. C'est carrément une brûlure, c'est comme une combustion chimique. Et qu'est-ce qui brûle comme ça jaune? Et là, il y a des gens qui arrivent avec la théorie qui suit. C'est qu'il y aurait un mélange de produits chimiques qui aurait été utilisé et qui aurait permis cette combustion-là. Ces 2 produits chimiques, en fait, on a, je pense, du fer, je pense l'oxyde de fer avec de l'aluminium. Les 2 mélangés ensemble, ça donne un produit qui s'appelle de la thermite. Okay. C'est un produit qui a été découvert à la fin du 19e, début 20e siècle. Et ça brûle. C'est pas l'insecte, là. Non. Et ça brûle à une très, très haute température. Ça brûle à 2500 degrés. Ça fait fondre n'importe quoi. Écoutez, vous prenez un pot de margarine de thermite, là. Vous mettez une mèche dedans. Vous mettez ça au-dessus d'un coffre-fort. Vous allumez la mèche. Bien, écoutez, en moins de 30 secondes, vous allez passer au travers, bord en bord, du coffre-fort. OK? Un gros coffre-fort bien épais, là. Vous allez passer direct au travers avec la thermite. C'est instantané, ça brûle. Et, autre fait notable, la thermite dégage dans le cadre de sa combustion une importante fumée jaune foncée. OK. Exactement, qui correspond exactement au nuage qui se dégageait de Notre-Dame. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça, Christian? Tu sais, je t'en prie. On a eu les tours jumelles là, qui ont eu un attentat, puis là, on se... Tu sais, il y a vraiment les avions qui sont rentrés dans les tours, mais la façon que les tours sont tombés, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à ça. Moi, j'ai lu beaucoup là-dessus. Tu sais, il y a des gens... des spécialistes, des experts en dynamitage qui ont témoigné comme quoi que c'était impossible avec les structures que les tours jumelles avaient, c'était excessivement solide. Là, puis de la façon que ça s'est effondré, ça peut pas être autre chose que du dynamitage qu'il y a eu en dessous. Oui, puis on voit même sur les coins donc des petites explosions. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. C'est le genre de questionnement que des événements comme ça peuvent soulever. Puis il y a des experts vraiment en la matière qui feront sûrement pas des entrevues dans les médias de masse. Hein? Non, mais là, c'est pas rien que ça. C'est que là, le gouvernement français va pousser très, très fort pour que ça soit une défectuosité technique. Ben oui, c'est clair, c'est déjà commencé. Puis il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, c'est pour essayer de préserver une paix sociale. Oui.
Et deuxièmement, c'est... En tout cas, parce que là, on n'est pas à l'étape de c'est qui, de pointer le doigt, tu sais, parce que là, tout de suite, bon, il y a des idées qui viennent, hein, c'est de dire, bon, c'est un acte christianophobe qui a été commis par exemple, je sais pas moi, des islamistes qui seraient en France. Ce qui pourrait être le cas. Mais ça veut pas dire que c'est ça. Mais ça veut pas dire que c'est ça. Surtout quand tu as un gouvernement français qui a un président qui est d'une impopularité légendaire. Avec les gilets jaunes à tous les samedis que ça brasse constamment. Ça peut être une belle façon de noyer le poisson et de promettre une reconstruction. Et depuis que c'est arrivé, Macron, pour la première fois de sa présidence, remonte dans les sondages. Il est remonté dans 3 et 5 points, tout dépendant du sondage. Okay? C'est la première fois que ça arrive. Et en passant, il est beaucoup plus impopulaire que Trump peut l'être. Trump a presque un 50% de trop d'approbation. Macron, il est en de... 30, c'est ça, il est entre 25 et 30. Oui, c'est ça. Écoute, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Alors, est-ce que ça serait comme une espèce d'arabesque latérale macronienne qui serait derrière ça? Écoutez, je sais pas, là. Je suis pas en train de dire que c'est ça, mais c'est pas impossible que ça se voie non plus. On peut se poser des questions, puis on peut se poser des questions sur l'intention de si c'est quelqu'un ou un groupuscule qui a fomenté ça. On peut se poser des questions, c'était quoi l'intérêt de faire ça aussi? Oui, absolument, absolument. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. C'est sûr qu'on va avoir l'occasion d'en jaser avec vous, mesdames et messieurs. On va avoir des détails supplémentaires qui vont s'ajouter au fil des semaines puis des mois à venir. Et on aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Donc, ça m'amène à notre sujet suivant, parce que le temps file et les aiguilles tricotent. Tu sais qu'il nous reste à peine 10 minutes à l'émission. Oui, ça va vite, ça va vite. Mais en bonne compagnie, écoute, c'est pas possible, mesdames et messieurs, tellement heureux d'avoir le micro et de pouvoir échanger avec vous cet immense privilège. Et là, je veux vous parler d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, vous savez, Hydro, ça a été pendant longtemps, durant les années 70, durant les années 80, un fleuron québécois, une société d'État dont on pouvait être fier, on pouvait être heureux, dire « Hey, c'est à nous autres ». On a construit, grâce à Hydro-Québec, des centrales hydroélectriques, je vous en ai parlé la semaine passée, à 30 heures de char d'ici. Quelque chose qui est comme 40 fois plus gros que la pyramide de Khéops, à 30 heures de char d'ici. Et on transporte l'énergie produite sur des lignes à haute tension, une technologie qui a été inventée au Québec et on a exporté partout à travers le monde, des lignes donc de haute tension pour transporter cette énergie-là. Donc bref, on est un peuple de génie. Puis de quoi être fier. Puis ça s'est incarné à travers ce fleuron qui est Hydro-Québec. Or, à partir des années 90, on a commencé à avoir un scandale en arrière de l'autre qui touchait Hydro-Québec. On voyait le journaliste Michel Morin de Radio-Canada, à quasiment toutes les semaines, faisait des reportages à Bay James. Puis là, ça parlait d'Hydro-Québec. Puis c'était toujours négatif, ou presque toujours négatif. Ici, à coup de joueur à pic, les Amérindiens crient « forment encore une alliance afin de déjouer le Radio-Canada ». Bon, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça faisait en sorte que on se faisait marteler tout le temps un message négatif à l'égard d'Hydro-Québec. Qui est notre fleuron. Qui est notre fleuron. Fait que là, les gens se sont dit, ouais, ça serait peut-être mieux, ça serait privatisé. C'était clair que c'était ça. Fait que là, tu te dis, ouais, mais qui c'est qui pistonne cette idée-là? Premièrement, là, c'est qui dirige ça, cette société d'État-là? Et là, tu regardes le conseil d'administration. Sur le conseil d'administration d'Hydro, là, sur 12 sièges, il y en a 10 qui sont nommés par le gouvernement du Québec. Fait que quand tu entends parler d'une décision prise par Hydro-Québec ou par le CA, c'est le gouvernement en place qui prend la décision. Fait que faut pas que tu bitches Hydro, bitch le gouvernement. C'est eux autres qui sont responsables en arrière de tout ça. Exactement. Fait que, écoute, et là, moi, je mets ça en lien avec la famille la plus puissante du Québec. Certaines familles. Ça commence par un D, puis ça finit avec un E à la fin. Puis, eux autres, là, à travers leur entreprise, qui s'appelle Power, ils ont pistonné un gars en France au début des années 2000, un certain Sarkozy. Oui.
Puis on dit à Sarko, tentes-tu de faire de la politique? Ouais. Tentes-tu de devenir président de la France? Il dit, ouais. OK, t'arranges ça. Ils ont pistonné Sarkozy. Puis ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'il devienne président de la France. Et il est devenu président de la France. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il est devenu président de la France? Il a donné la Légion d'honneur, la grande Légion d'honneur, une médaille qui est réservée absolument uniquement pour les Français, à Paul Desmarais Jr. Puis une de ses premières décisions politiques, ça a été quoi? Ça a été de privatiser une partie de EDF. EDF, c'est Hydro-Québec en France. Ouais. C'est Électricité de France. Et il a privatisé quoi? Le seul bout qui est payant chez EDF, c'est le réseau de distribution. Okay. Ils ont privatisé le réseau de distribution d'EDF et ceux qui s'en sont portés acquéreurs, c'est Total Suez. Les Desmarais. OK? Et Total Suez, qui est une pétrolière, la 5e plus grosse pétrolière au monde, et l'actionnaire de contrôle, c'est Power. C'est Power Corporation of Canada. C'est la famille Desmarais. OK? Donc, la famille Desmarais est devenue actionnaire majoritaire du réseau de distribution, le seul segment qui est payant dans la production électrique d'EDF. Et là, on voit des reportages ad nauseam au Québec pour dire que c'est mal géré, ça va pas bien, il faudrait privatiser. Oui. Et là, dans l'ombre, t'as Power qui est là, puis que les autres sont prêts à mettre la main sur le réseau de distribution parce que c'est hyper payant. Et qui a travaillé pour Power? Jean Charest, il a été premier ministre du Québec. Paul Martin, il a été... Plus simple que ça, Éric. Tu ne peux pas devenir premier ministre du Québec sans aller faire ton petit tour à Sagard. Oui, effectivement. OK? C'est clair? Tu peux pas aller là si... Tu peux pas devenir chef, diriger le Québec si tu vas pas faire ton tour sur la Côte-Nord à Sagard. Et ça, c'est un problème. Un méchant problème. OK? Puis, à tous les ans, les Desmarais reçoivent le gratin international, des anciens présidents américains, Sarko, puis ils arrivent tous sur l'aéroport privé qu'il y a en banlieue de Sagard, et dans le domaine des Desmarais, puis ils vont jouer au golf, ils vont en chasse, ils vont en pêche, etc. On n'en entend jamais parler, mais ils sont là. Ouais. Ils reçoivent à toutes les... Ils contrôlent la presse québécoise aussi, une certaine presse. Et ils veulent vraiment mettre la main sur Hydro. Non, c'est clair, ça fait des années qu'ils veulent le faire. Oui, mais c'est parce qu'écoute, ça va tellement plus loin que juste l'hydroélectricité. Il y a l'hydroélectricité qui va être extrêmement lucrative. Non, mais attends une minute, qui est président de la Caisse de dépôt? Michael Sabia. Un petit ami des Desmarais. Ben, c'est sûr. C'est sa petite clique. C'est ça. Et là, tu as cette nouvelle-là qui sort aujourd'hui. Donc, Bill de Blasio, maire de New York, qui, et Bob en parlait tout à l'heure, veut acheter notre hydroélectricité. Écoutez, si on prend l'électricité de New York, qui voudrait nous acheter, et celle qui serait livrée à Boston, les deux ensemble, annuellement, on parle entre 7 et 10 milliards de revenus annuels pour nous, pour le Québec. Et le monde dit, est-ce que ça va payer? Maudit! Entre 7 et 10 milliards de revenus. D'après toi, ça paye-tu? Mais que ça paye. Ça, c'est pour les Québécois, là. Écoute, ça va payer. C'est de la grosse argent sale. Puis là, si on développe encore plus notre hydroélectricité, on peut continuer à exporter ad nauseam. De l'argent, en veux-tu en veux? Puis ça, c'est juste notre hydroélectricité. Je vous ai parlé de notre eau aussi, là. Oui. Tu sais, on a le potentiel, mesdames et messieurs, d'être les Arabes de l'eau et de l'énergie propre. Hey! Ça va-tu faire plaisir à nos écolos, ça? Hein? Fait que moi, que Hydro se paye une campagne de pub de 2 millions sur le bord des autoroutes, puis à TV... Pour avoir 10 milliards, peut-être. Pour essayer de redorer aux yeux du peuple l'image d'une société d'État qui doit être notre fierté puis notre fleuron. J'ai pas de problème avec ça. Tu peux même en rajouter 10 millions si tu veux. C'est parce qu'on est tous actionnaires d'Hydro-Québec. On est tous propriétaires. Et combien qu'ils donnent en redevance à l'État québécois à chaque année? Oui, c'est ça. C'est des milliards de dollars qu'ils donnent à chaque année. Moi, je suis très à l'aise avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Maintenant, c'est certain que, bon, il y a peut-être certains dirigeants qu'il faudrait revoir la rémunération, mais ça, c'est pas de manche. Oui. Puis tu sais, je pense que Hydro fait affaire beaucoup avec des entreprises privées. Je pense qu'il y aurait possiblement, tu sais, en tout cas, tu sais, on a parlé de la commission Charbonneau pour avoir une commission
seulement sur les contrats qu'Hydro donne dans le Nord, mais ça, c'est un autre débat. Je pense qu'il faut relativiser puis dire Hydro, c'est à nous autres. Je vais prendre ta balle au bon, toi, là. Oui. Un problème qu'on a, puis on a parlé que le CA était dirigé par le gouvernement du Québec. Dans les années Charest, on a donné des contrats extrêmement lucratifs qui coûtaient une fortune à Hydro, donc à nous, à des compagnies privées. Notamment le fameux contrat pour faire plaisir à Greenpeace et aux écolos, là, de construire des éoliennes. Des éoliennes qui marchent entre 20 et 30 du temps. Là. 70 du temps, ils ne produisent pas d'énergie. Là. Le coût de revient là, est quasiment de 18-20 cents de kilowattheure, alors que notre coût, nous autres, là, il est inférieur à 2-3 cents de kilowattheure en production hydroélectrique. Donc, on subventionne le privé. À qui appartient ces éoliennes? Je ne me rappelle plus, mais... Une filiale de Power Corporation. Et voilà. OK? Fait que ça, c'est d'un. Deux, sous Charest... Parce que Charest, c'est un petit ami de Power. Ben oui. Sous Charest... Comme Sarkozy l'était. Et sous Pauline Marois. Ça, c'est moins cute. Ça c'est plate. Ouais. On a forcé Hydro à contracter jusqu'en 2026 avec des mini-centrales. Oui, c'est vrai. Fait que si on prend une mini-centrale... C'est Bécancour, ça se peut-tu? Entre autres, mais il y en a plusieurs. Aussi. Si on prend tout ça, là, les éoliennes et je suis en train de te le dire, là, les mini-centrales, ça coûte à Hydro-Québec, on est forcé par contrat, Hydro est forcé par contrat d'acheter l'électricité pour un total de 1,3 milliard par année qu'on donne, qu'on finance. On fait du BS corporatif pour 1,3 milliard pour de l'énergie qui coûte trop cher. Alors qu'on pourrait produire de l'énergie beaucoup moins chère sous forme de centrales hydroélectriques ou d'hydroliennes. On l'achète d'éoliennes qui roulent presque pas et de mini-centrales qui sont pas rentables pour financer les chums. Un chum, c'est un chum. Asti. Et c'est épouvantable. C'est épouvantable. On reviendra là-dessus éventuellement. Oui, c'est sûr. Okay. Je vous laisse en vous donnant une dernière petite brève, mais vraiment très brève parce qu'il était 57. Mesdames et messieurs, pour tous nos climato-alarmistes, je veux vous dire que selon le Canadian Conference Board, le Québec est la septième nation au monde, dans les pays industrialisés, au niveau de l'émission des gaz à effet de serre. On est les 7e plus propres sur la planète Terre. Flingue. OK. Si on est dans une logique climato-alarmiste. Absolument. Fait que, s'il vous plaît, il faut faire distinction. Si vous rongez les ongles jusqu'au coude, que vous êtes sur le bord de faire une dépression nerveuse, ce soir, quand vous allez aller faire dodo, souvenez-vous qu'on est un exemple sur la planète Terre pour le reste de l'humanité. Ça va? De là l'intérêt de faire un pays. Mesdames et messieurs. Absolument, absolument. Et sur ces bonnes paroles, on vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir été encore avec nous cette semaine. Merci. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, 19h, pour une autre émission en compagnie du sémillant et magnifique Éric Dubé et votre humble serviteur, moi-même, Christian Derry. Et nous aurons naturellement Bob Sirois qui sera de retour dans un instant. C'est le Journal du Soir avec François Saint-Louis. Partagez l'émission. Oui, partagez. On a des tonnes de copies. Hein? Parce que plus qu'on a d'auditeurs, plus qu'on peut propager la bonne nouvelle grâce à vous, mesdames et messieurs. On le fait pour vous. On le fait par plaisir, naturellement, mais on le fait pour vous, toujours avec un grand plaisir. Et on vous dit là-dessus à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Bye.